je me suis dit plus jamais je perds comme ça. Après j'ai enchaîné 10 victoires. Et le loyer, on l'avait payé dans Harlem, c'était 3200. Hello, je suis avec Baptiste Cheval, alias Le Centaure. On est là pour le premier épisode de Sparring Interview. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se battre, on va boxer et ensuite ce sera la partie interview. T'as quelque chose à dire? C'est parti pour la castagne. Allez, let's go! Round 1. Fight! Round 2. Fight! Baptiste, t'as commencé la boxe à quel âge? Oh, 12-13 ans je crois. Ah, c'est top. Et toi, c'est quoi ce qui fait un bon boxeur, selon toi? Un bon boxeur, détermination, discipline et du talent aussi énormément. Super ça. On veut ça. Final round. Fight!
Donc là, je suis avec Baptiste qui est boxeur. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours dans la boxe? Ouais, bah écoute, moi c'est Baptiste Cheval, et qui est le centaure, comme on m'a surnommé par rapport à mon nom de famille. Voilà, le centaure dans la mythologie grecque, je crois que c'est grec, hein. C'est mi-homme, mi-cheval. Et du coup, c'était au championnat de France il y a 2 ans, on m'a surnommé comme ça. Du coup, j'ai gardé ce petit blaze. Et bah, moi, j'ai commencé la boxe à 12 ans, si je dis pas de bêtises. C'est mon père qui m'a mis dedans, dans la salle de boxe locale de ma petite ville, Condé en Normandie. Père boxeur? Absolument pas. Ok. J'ai un grand-oncle qui a été boxeur, mais il est né en 1900, dans les années 1900. Et il est mort sur le ring, alors. Donc non, j'étais vraiment le seul boxeur de la famille, mis à part mon grand-oncle que j'ai jamais connu. Il est mort en 1915. Alors moi, je crois que c'était en 1925. Je l'avais dit dans un autre podcast, mais non, il est mort en 1900. Non, il est mort en 1925. Pas en 1915, il est mort en 1925. Ok. À la fête foraine de Durban dans les Corbières. Et du coup, voilà. Mais c'est pour ça que mes grands-parents, ma grand-mère, elle n'aimait pas que je boxe. Je peux comprendre. Par rapport à ça. Mais voilà, je suis tombé dedans. Au début, j'étais nul. Comme tout le monde, on a commencé, voilà, c'était compliqué. Et j'avais pas cet esprit-là. J'ai toujours été un peu bagarreur, un peu, voilà, j'aimais bien me frotter aux gens, mais la boxe, ça te calme tout de suite en fait. La boxe, ça te calme tout de suite. Ça t'apprend à être discipliné, à prendre des coups. Et ton ego, il en prend un coup. Ça t'abaisse l'orgueil évidemment, parce que voilà, de prendre des branlées le mardi et le jeudi soir, c'était. Par des petits, en plus, par des mecs qui sont plus petits que toi. toi. J'avais 12 ans, ils m'ont mis contre une fille. Ah ouais. Là, je peux comprendre que l'ego prend un coup. Contre une fille, ça faisait 10 ans qu'elle boxait, elle m'a défoncé. Donc voilà, j'y allais parce que mon père m'avait dit d'y aller. J'aimais pas plus ça, j'aimais pas ça plus que ça en fait. J'y allais parce que c'était comme ça. Et après, j'ai des amis qui sont venus et c'est là que j'ai commencé à prendre goût à la boxe. Mon entraîneur m'a inscrit en combat. Et j'ai gagné. J'ai vu que j'avais un peu de talent. Et j'ai enchaîné les victoires en fait en amateur comme ça. Okay. En BEA du coup. Ah oui, donc il y a eu la boxe éducative avant. La boxe éducative, j'aimais pas. Okay. Bon, ça je le faisais parce que. Et t'as fait combien de combats en éducative? J'ai dû faire 15 combats. Okay. 15 combats éducatifs. Juste l'éducative, du coup c'est quoi? C'est des combats vraiment touche au point et t'as pas du tout le droit d'appuyer. Donc c'est frustrant. C'est frustrant. Et surtout que c'était toujours. Papa, maman du club, tu vois, du club d'à côté, qui arbitrait, enfin ça ressemble à rien. Ouais. Il y avait plein d'injustices, ça ressemble à rien. Vraiment. Après c'était bien pour se faire des armes au début. Ouais, il m'avait envoyé faire des combats éducatifs, je me souviens, mais à bout de 6 mois je crois que je boxais. Ouais. Donc ouais, c'était cool. Donc à 12 ans. Ouais, et ensuite ton premier combat combat Mon premier amateur. combat éducatif c'était contre Lancelot. C'est Lancelot, tu regardes cette vidéo, Lancelot Proton de la Chapelle qui est devenu un très bon ami à moi. Et c'était compliqué. Il était très très fort. Lui, il avait déjà 100 combats, je crois, en éducatif. Ah oui. Ouais. Et après, ouais, j'ai fait quelques combats éducatifs, mais voilà, je te dis, j'aimais pas trop ça. C'était l'éducatif, c'est un peu comme faire un petit sparring, quoi. Et après, derrière, j'ai commencé à y prendre goût une fois que j'ai eu ma première victoire en amateur. Okay. Donc à quel âge? À 16 ans? À 15 ans 16 ans, je crois. Ouais. C'est 16 ans, je crois, le minimum. Non, c'est 13 ans. Tu peux commencer amateur en cadet. Ouais. 13 ans, on peut faire de l'amateur. 13 ans, tu peux faire de l'amateur. Je savais pas. Je découvre des trucs. Ouais. 13 ans, tu peux faire de l'amateur, mais moi j'ai commencé tard, 15-16 ans. Et voilà, j'ai enchaîné les victoires tout de suite. J'étais champion de Normandie espoir, donc moins de 8 combats, je crois que c'était. Ouais, c'est novice espoir élite. Ouais, c'est ça. Je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est un truc comme ça. Et du coup, j'ai gagné. J'ai été 2 fois champion de Normandie, 2 fois champion de Normandie en espoir. En cadet, non, en junior. En junior, ouais. Et puis après, j'étais 3 fois champion de Normandie en élite. Ok. Et 2 fois médaillé de bronze au championnat de France. Avec une grosse pause, j'ai fait pas mal de pauses. Et les championnats de France, tu les as fait en junior ou en senior? En senior. Ah oui, donc gros niveau quoi. Gros niveau. Ouais. Premier combat. Et ça faut y aller, le senior. Les championnats de France senior. Alors dis-toi, ça fait 3 ans que j'avais arrêté la boxe, donc avant le Covid. J'avais arrêté l'année avant le Covid. Et les 2 ans de Covid, là, 2019-2020, je crois. Donc 2018, ouais, j'ai arrêté 2019, 2020, 2021, je crois. J'avais pas boxé pendant 3 saisons. Et j'ai repris, on m'a mis un mec, on m'appelle, on me dit Baptiste, est-ce que tu vas aller boxer chez le gars était numéro 2 français. J'ai dit vas-y, on y va, j'avais 12 combats. J'étais invaincu. Je dis vas-y, c'est bon, on y va. Après 3 ans d'arrêt, j'avais repris un peu l'entraînement et tout. Ouais, mais j'ai perdu. Légèrement quoi. Ouais. J'ai perdu ce combat-là et je me suis dit plus jamais je perds comme ça.
Et après, j'ai enchaîné 10 victoires. Plus jamais tu perds comme ça, c'était une Ah, mais là, défaite. il y avait tout le monde qui était tout le monde qui était dans ma, qui était qui était venu me voir. Ouais. Et tu t'es fait éclater. Ouais, en fait, je me suis pas fait éclater. Je fais le premier round, le gars vraiment super bien, tu vois, je m'amuse. Fin du premier round, mon gars. J'arrive pas à respirer. Ouais, t'as pas géré l'effort et. Ah non. Bah non, tu sais, 3 ans Ah ouais. des rings. Et moi, je donnais tout ce premier round. J'étais mort. Et à la fin du premier round, je dis putain, là, j'ai pas pouvoir en faire 2 autres comme ça, c'est mort. Et après, voilà, j'étais cuit. Donc, ouais, j'étais fatigué de ouf. Donc, je perds ce combat-là. Et après, voilà, je dis c'est mort, maintenant je me rentraîne sérieusement. Je vais arrêter de faire parce que je m'entraînais à l'arrache. T'as vu, tu vois bien un peu comment c'est compliqué. Je dois faire beaucoup de routes pour m'entraîner, tout ça, je m'entraîne un peu à l'arrache. Là, j'ai décidé de me discipliner. Et derrière, après, voilà, j'ai re-enchaîné les victoires. Donc, j'ai fait premier tour des championnats de Normandie, deuxième, troisième en élite. Je suis allé jusqu'en finale, j'étais champion de Normandie. Et après, premier tour des championnats de France. J'ai enchaîné plusieurs victoires d'affilée jusqu'à me retrouver contre le numéro 1, Moreno Fendero. Ouais. Militaire. Enfin, va être réserviste, mais boxeur militaire Numéro qui un aujourd'hui français. boxe en pro. Au Et Canada. incroyable. Lui, Ouais, très fort. Et lui, et donc je me retrouve, lui, ce mec-là, j'ai regardé à la télé. Moi, j'étais petit bouseux de Normandie. mais je savais pas que tu avais boxé avec ce mec-là. Je l'ai Ah, affronté. ce mec-là, regardez, Et mon combat, impressionnant. le combat est sur mon Instagram. on va mettre un extrait Et au on a montage. fait une énorme guerre. Et en fait, j'étais inconnu du bataillon. Moi, c'est la Ouais. première fois que je fais les championnats de France. J'arrivais avec ma dégaine, j'avais mon short qui était trop grand. Et j'avais un vieux Mark 7 pourri des années 80. Et j'ai choqué tout le monde en fait, parce que j'ai fait une énorme prestation. Je perds sur split décision. Je prends un avertissement au deuxième round pour accrochage. Et le Ouais. ring était minuscule. Moi, t'as vu Moreno, t'as vu le bébé que c'est. Oui. Fallait que je bouge. Donc dès qu'il arrive à me choper, boum, je l'accrochais. Ouais. Et non, si. L'accrochage, c'est rare. Du coup, en boxe, il faut savoir qu'il y a des choses qui mènent à des avertissements qu'on ne peut pas faire. L'avertissement classique qu'il y a tout le temps en amateur, c'est la main ouverte. C'est tu mets un crochet un peu comme ça et on te dit avertissement. Si, j'ai main fait ouverte. accrochage. Mais- Après, accrochage, c'était au ouais. deuxième round. Je gagne le premier, deuxième round, j'accroche. Là, je l'assume, j'ai bien accroché. Ouais. En fait, j'essaie de le rendre fou. Et j'ai réussi un peu à le faire disjoncter de son combat, à le faire sortir de son combat. Et je voyais que ça l'énervait. Je continuais, donc j'accrochais à chaque fois. Boum, boum, je touchais, je marquais mes points. Boum, j'accrochais quand j'étais trop près. Et au bout d'un mois de mes avertissements, je dis putain, c'est mort. Je dis là, c'est mort. Je dis là, faut pas que. Je peux plus raccrocher, donc la stratégie, c'était fini. Ouais. Donc, il a fallu que je me réadapte. Ça, on a fait un super combat. Et je l'ai vraiment mis en difficulté. Et j'avais 20, avec 18, je faisais mon 18e combat. Lui, il en avait peut-être une centaine. Et il a été champion 3e au championnat du monde et tout derrière. Donc là, derrière. Du monde militaire. Non, du monde. Au Ah ouais championnat mondial. Ouais, pas militaire. Ah non, militaire, il a fini deuxième. Je sais pas. Je crois Mais deuxième. championnat du monde en amateur, si je dis pas de bêtises, ça a vérifié. Il a fini. Ouais, Donc du coup moi. je crois qu'il a fait troisième du monde, deuxième monde militaire. Ouais. Il a jamais fait premier, mais ouais, niveau incroyable. lui. Et ouais, Moreno Fendero, putain, il y a la télé et tout qui était là, je me chiais dessus. Ah. Je dis purée. Moi là, le bouseux de Normandie, je l'affrontais et en fait, je me suis dit quoi? J'étais dans ma donne tête tout. en train de faire plein de stratégies. Et je me dis, je vais regarder un peu comment il boxe. Et je voyais, il était au championnat du monde. Il appelait le Terrific KO, c'était son surnom. Terrific KO, il mettait des KO astronomiques à tout le monde. Je dis bon, moi il faut pas que je prenne ce KO là devant tout le monde, à la télé et tout, c'est mort. Et je me dis quoi? Je dis Baptiste, tu fais ce que tu sais faire. Et c'est-à-dire, moi je boxe, tu vois un peu comment je boxe, main basse, beaucoup de déplacements, tac, 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 je pique, je me casse. Je suis arrivé en mode allez, rien à branler, on y va, on fait la guerre. Et ça a plus ou moins marché, malheureusement la victoire m'a échappé, effectivement, peut-être un manque d'expérience. Et derrière, lui, il est champion de France. Il redevient champion de France, il conserve son titre. Et après, il fait la carrière aujourd'hui. Je pense qu'il pourrait être champion du monde professionnel, j'en suis même persuadé. Le gars, il a un style incroyable. Il frappe, il est gaucher, il a un coup d'œil. Lui, c'était vraiment la plus belle expérience que j'ai eue en termes de boxe. Ça m'a fait énormément évoluer. Ouais. Tu vois, c'était, j'imagine. c'est vraiment le mec le plus chaud avec qui j'ai boxé. Même aux États-Unis, T'en as pas rencontré des j'ai comme rencontré ça des mecs chauds quand même. Mais en fait, c'est là que tu te rends compte qu'on n'a rien à leur envier aux États-Unis. En termes de talent, en France, on a des pépites. On a des pépites. Et en fait, dès qu'on arrive au haut niveau, on se chie un peu dessus, on se dit ah, c'est des Américains. Nan, nan, nan. Moi, au début, quand je suis arrivé là-bas, le premier Américain que j'ai boxé, j'étais là en mode putain, c'est crispé, tu vois. Et puis au fur et à mesure, à force de les boxer, Ouais. c'était fini ça. Et certes, ils ont des très grosses structures, ils ont un suivi, ils ont de l'argent. Mais en termes de talent, en France, on n'a rien à leur envier. Et je souhaite et je vais prier pour que ça se développe encore plus. Parce qu'on a un beau pays rempli de talent. Et on peut taper tous les Américains, tous les Canadiens, tous les Anglais. Si on continue à regarder en amateur, on fait des super boxeurs. En pro, après, ça devient plus compliqué.
compliqué. Bah, après, c'est toujours les petits détails qui vont faire la différence. Quand il y a plus d'argent, plus de structure. En France, c'est beaucoup associatif, c'est des petites salles et tout. Aux États-Unis, c'est des vrais clubs avec des moyens et tout. Ah Mais on va dire qu'en fait, les 90% les plus importants, c'est le mec qui va s'entraîner, qui est discipliné, qui se donne à fond. Et les 10%, ça va être la qualité du suivi, tout ça, des coachs. Et bon. C'est le détail qui va faire la différence entre le haut niveau et le très haut niveau. Et puis le facteur talent aussi qui rentre en compte. Mais comme on dit toujours, le talent sans travail, ça vaut rien, quoi. Moi j'étais très talentueux, je m'entraînais pas beaucoup. Ouais. Sans prétention, tu vois, je savais que j'avais un talent. Dès que je suis arrivé au niveau, j'ai pris ma première défaite. Tu vois. Et derrière, c'est le travail qui a fait que j'ai pu progresser et puis voilà, rester dans le top, quoi. Sinon, c'est compliqué de rester assidu. Ça, c'est vraiment très compliqué d'être, laisser de côté la motivation, on dit souvent, et d'être discipliné. C'est ça le plus dur pour un combattant. Et on se repose souvent sur nos acquis. Moi, ça m'est arrivé de perdre à cause de ça. J'arrivais, boum, dans ma tête, j'étais meilleur que lui, je savais, tac, tac, je faisais le minimum. Ça passait plusieurs fois. Je gagnais en faisant le minimum. Je prenais pas trop de coups, poum, poum, je mets mes points, je me casse. Sauf qu'il y a des moments, ça passe pas. Quand tu es persuadé, tu es sur ton truc, tu n'as pas pris de risque. Lui, il a donné sa vie. Les arbitres, ils vont dire c'est lui qui a fait le combat, c'est lui qui a avancé, si c'est serré, c'est fini. Donc, moi, les défaites que j'ai, au début, je gueulais, j'ai pas beaucoup de défaites, hein, mais le peu que j'ai, j'étais là, je rageais, je dis putain, non. Mais en fait, si, tu vois, le mec était plus déterminé que moi. Le mec avait plus de discipline que moi. Tous les mecs contre qui j'ai perdu, la seule chose qui les différenciait de moi, c'était le travail et la discipline. Ces mecs-là, c'était des gros bosseurs. Ce que je n'étais pas par rapport à eux. Ils travaillaient plus que moi. Ils n'étaient pas plus talentueux que moi, ils travaillaient beaucoup plus que moi. Derrière, on sait ce qu'il reste à faire. Et puis, pour conquérir les Américains, il va falloir bosser dur. Ouais. Et toi, c'était quoi tes semaines d'entraînement type quand tu dis Mes semaines d'entraînement type. Là, c'est sourire. Mes semaines d'entraînement type. C'est cata, c'est pas du tout organisé ou effectivement. Non. J'ai la basic fit. Ouais. Et je me butais comme un fou, en fait. J'ai jamais eu réellement d'entraîneur, en fait. Là, aujourd'hui, depuis que je suis rentré des États-Unis, j'ai compris, en fait, ce que c'était qu'avoir un vrai suivi, avoir des vrais entraîneurs. Donc, j'essaie quand même de m'entourer un peu. Je fais beaucoup de routes, tu vois. Je fais 2 heures, 3 heures de route par jour pour pouvoir aller m'entraîner. Ah ouais. Je monte à Caen, donc ça, c'est à 1 heure d'ici. Ou je monte à Beauceville avec l'entraîneur de Lancelot, Malik, qui est à presque 2 heures d'ici aussi. Ok. Donc, il faudrait que j'aille plus souvent aussi, tu vois. Parce que sinon, je m'entraîne solo. Et là, je me suis m'entraîner beaucoup là, ces dernières semaines. Et j'ai commencé c'est-à-dire, en termes de nombre d'entraînements par semaine, volume horaire, t'es à quoi ? Je m'entraîne 2 heures par jour, tous les jours. Sur un entraînement par jour, du coup ? Ouais, ou ça dépend. En fait, donc tu fais 6 entraînements par semaine ? Ouais, à l'approche d'une compétition, 2-3 semaines avant, j'en fais 2. Mais en fait, tout dépend de comment je vais m'entraîner. Si je sais que j'ai des sparring, je vais faire attention, je vais être le plus efficace pendant le sparring. Tu vois ? Ouais, quand je sais que focus. Par exemple, aux États-Unis, au début, je faisais 2 entraînements par jour. Ça passait tout seul. Dès qu'on a commencé à intégrer des gros sparring. Ouais, t'avais plus l'énergie. Non, j'avais plus d'énergie, j'arrivais, je faisais de la merde en sparring et c'est là où tu progresses le plus en fait. Donc à la fin, je faisais 2 entraînements par jour, un sparring le lendemain, donc un entraînement. Après, je faisais un entraînement par jour, le lendemain sparring. Et à la fin, je faisais sparring, repos, sparring, repos, sparring, repos. Parce que c'était pas vraiment des sparring, c'est des test match. Il y avait l'arbitre qui montait des fois sur le ring. C'est comme des combats. Des fois, j'en chie plus en test match aux États-Unis que certains combats en France. Ouais. Donc tu étais full box et tu avais plus de prépa physique sur une petite période quoi. Sur une période, plus de prépa physique. Okay. Là, quand je suis rentré, j'ai fait pas mal de prépa physique, j'ai fait de la force. Parce que avant jamais j'ai intégré ça. Pour moi, c'était à la vieille école. C'était, je prends de la corde à sauter, je frappe au sac comme un bourrin, je me bute sur des circuits, c'est tout. Et il y a un mec qui m'a contacté qui s'appelle Athlete Shelter, qui se reconnaîtra, je pense, qui m'a envoyé des programmes de force vraiment spécifiques par rapport au sport de combat. Et je me sentais vraiment bien après ça. Ouais. Je faisais mes sparring, je prenais en explosivité, en force, en puissance. Comme aux États-Unis, ils me faisaient tout. J'étais tranquille. Et là, ce qui va se passer, c'est pareil. Là, je retourne pendant 1 an et demi, là, dans 2 semaines, aux États-Unis, dans un club dans lequel j'ai signé, qui s'appelle le New York Athletic Club. Et là-bas, j'ai un suivi, tout ce que j'ai toujours rêvé, en fait. Et ça va me permettre de progresser et pour pouvoir performer là-bas. Là, mon objectif initial, c'est de gagner les Golden Gloves. Le premier Français à gagner les National Golden Gloves. Donc l'équivalent des championnats de France ? Ouais, c'est ça. Ok. L'équivalent des championnats de France au niveau États-Unis. En fait, d'abord, il faut gagner les tournois, les Golden Gloves de l'État de New York. Ouais. Et celui qui les gagne après, il est qualifié pour les
National Golden Glove. Et après National Golden Glove, il faut remonter jusqu'en haut. Et c'est un des tournois. Et c'est en combien de manches en fait? Du coup, c'est sur plusieurs mois. Il y a 50 Tous les états, week-ends, donc voilà. c'est-à-dire que Mais tu t'arrêtes jamais en il y a fait. un mec par état par catégorie. Ouais, deux, je crois qu'il y en a Deux mecs par état. Il y en a un ou deux, je sais plus. Mais je crois qu'il y en a qu'un. Un par D'ailleurs, état par catégorie. Bastien, j'ai un ami à moi là qui a été jusqu'en finale des Golden Glove. Il a fait une super performance. Un Français qui est parti aux États-Unis. Et il a tout déchiré. Bon, il a perdu en finale malheureusement. Donc il ne pourra pas faire les nationales de Golden Glove. Mais lui, chapeau à lui. Et du coup, ça doit être en 5 tours, ça doit faire 64, 32, Ouais, 16, franchement, je sais pas. quart, demi, Je pense que c'est comme ça. finale. Ouais, parce que ils combattent. Ouais, ça, c'est c'est sur impossible. plusieurs mois et tous les week-ends ils combattent les mecs. Donc Ok. là, c'est pour ça que je vais pouvoir prendre plein d'XP. J'espère que tu arriveras à faire ça. C'est Tu l'objectif. passeras à la télé. Moi, je vais tout me donner pour pouvoir le faire. Là-bas, je vais faire une grosse préparation, faire plusieurs tournois avant les Golden Gloves. Et voilà, faut rêver, hein. Il faut se fixer des objectifs, aller le plus haut possible. C'est ça qui fait avancer dans la vie. Hein. C'est ça, si tu n'as pas d'objectif, tu te laisses aller. Ça, faut retenir. Ouais, Ce que je dis tout le temps, je le dis si t'as tout le pas temps. d'objectif, mec, Sans objectif, l'humain, il se laisse crever. il se laisse crever, mec. Il fait rien. Ouais. Dans la vie, il faut toujours avoir des objectifs. Et quand tu atteins ton objectif, tu en fixes un autre. sais- Après, ça peut changer. Ça Quand peut tu arrives, les mecs qui arrivent, qui ont tout gagné. Les mecs qui ont tout gagné, souvent, soit ils se laissent crouler, soit ils se fixent d'autres objectifs, soit ils changent complètement de discipline ou quoi pour pas mourir, quoi. Mais Ouais. sinon, Tu sais, quand t'avances plus. je sortais de mes grosses saisons de boxe, j'avais enchaîné les combats et tout. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire la fête, je suis quelqu'un qui aime bien vivre. Je suis un Normand, hein, tu sais, on boit beaucoup l'apéro, on fait la fête. Et souvent, donc moi, j'étais, tu sais, les boxeurs, on est très extrêmes, c'est-à-dire que on va se priver de tout. Je me privais de toute boisson, toute sortie, tout machin pour ma préparation, et je me déchirais à l'entraînement. Et puis après la compétition, j'attendais que ça, tu vois. Je me disais, après, c'est bon, je me relâche, je fais la fête. Et au bout de 2-3 semaines, je partais en cacahuète. Hein. Je me laissais trop aller en fait. J'ai plus d'horizon, voilà. Donc il faut toujours se fixer des objectifs et à long terme, et de manière assidue, essayer d'avoir même un emploi du temps, un truc, tu vois. Sinon tu te laisses trop aller, tu te laisses crever comme tu as dit. C'est top. Juste pour réagir à tout ce que tu as dit là, ça me fait rire parce que toi, t'es le talent qui a un petit peu de mal à se cadrer, à se discipliner. Moi, le talent, j'ai eu du talent, on va dire, dans le water polo. C'était assez naturel pour moi. Quand je suis passé au sport de combat, zéro talent, c'est que du travail. Non, en vrai, en pied-point, j'avais un petit talent, c'était beaucoup plus naturel. Mais l'anglaise, j'ai eu du mal. Moi, c'était vraiment zéro talent, que du travail, que de la technique. Au début, la technique, ça allait pas du tout. J'étais super ouvert, tout ça. Et vraiment, à force de travailler, en étant vraiment bourrin, acharné dans le travail avec un gros programme, petit à petit, ça l'a fait. Mais moi, mes entraînements, c'est très organisé, très construit. Et tu es un militaire aussi. Ouais. T'es un militaire parce qu'en fait, souvent, ça reflète aussi la vie de la personne. Tu vois, moi, depuis que je suis petit, je suis comme ça. Je suis très tête en l'air, je suis très foufou, je pars partout dans tous les sens. Et je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour certains trucs et qu'on pas, tu vois, il y a des gens qui vont pas avoir de talent, mais vont avoir la capacité à être discipliné. Pour moi, c'est un talent, un très grand talent. Mais pour moi, c'est un des Ça se trucs les travaille, plus importants. Ça se travaille, mais c'est un talent. Réussir à focus sur un truc, à avancer. C'est pour ça que moi, je sais que je réussirai dans les vidéos, tout ça. Parce qu'en fait, je suis tellement déterminé, ça fait 3 ans que j'ai commencé à faire tout ce que je fais en ligne et tout. Et je sais que je vais y arriver parce que je sais que je suis inarrêtable. Et puis et que je vais continuer. c'est naturel pour toi aussi, je pense. Un peu d'être. Enfin, forcément. Depuis que je suis petit, je suis un mec, je suis organisé. Pour moi, c'est. Il y a des gens pour qui c'est naturel, ça me fascine. Moi. Je vois certaines personnes, je suis fasciné de leur façon d'être autant discipliné de manière naturelle. Pour moi, ça demande un effort. En vrai, hein, ça demande un effort. Après, pour moi aussi. Hein, bien sûr. Non, mais faut pas oublier tout ça, évidemment. Parfois, je vois genre les réseaux sociaux. Je vois que par exemple, parfois, je passe trop de temps dessus. Je fais quoi? Je mets des limitateurs de temps sur mon téléphone et tout. Mais faire ça, c'est quand même un effort qui requiert d'avoir une certaine volonté. Exactement. Non, mais bien sûr. Et après, pareil, faire mes programmes sportifs, j'essaie d'organiser au mieux parce que je sais que ça va limiter les risques que je vais avoir de manquer des entraînements et de me laisser aller. Donc, on a tous. Il n'y a personne qui est capable de tout faire bien comme il faut en permanence. On a tous un petit peu plus ou moins de volonté, mais réussir à cultiver cette volonté à travers des différentes astuces, c'est ça qui permet d'être plus régulier. C'est ça. En tout cas, c'est top, c'est un beau parcours. Et toi, juste avant d'être vraiment là-dedans, quand tu t'entraînais à Basic Fit, du coup, tu faisais un petit peu de muscu et un petit peu de boxe parce que Basic Fit, il y a des sacs de frappe. J'en ai jamais vu perso chez Basic Fit.
Non, du coup, tu faisais Je du suis shadow. sparring. Non, en fait, je travaillais, moi, je dormais sur mon lieu de travail. Je travaillais sur Caen, donc dans la ville, donc ça c'était cool. Et du coup, quand j'avais des pauses, j'allais m'entraîner à ce moment-là. Tu vois, alors ce que je faisais, j'avais une routine. Alors là, j'avais réussi à instaurer une routine, une vraie routine. Donc je finis à midi 30, quand j'avais fini de manger, je partais à l'église, je faisais mes 10 000 pas. Tu vois, je me forçais à faire 10 000 pas et en même temps, j'allais prier à l'église. Tu vois. Dieu m'a donné beaucoup. En tout cas, la religion m'aide beaucoup aussi à me discipliner. Tu vois. Ça m'a un peu aidé, ça m'a énormément aidé même. Hop, je partais à l'église. Je revenais, je reprenais le boulot, tac tac, boum boum. Je repartais vers 18h. À 18h, j'allais faire ma séance d'entraînement jusqu'à 20h à peu près. Et tu faisais quoi comme séance d'entraînement? Séance d'entraînement, en vrai, ce que je faisais des circuits. Circuit training, training. genre cardio? Ouais, circuit training, genre cardio. Je faisais 15 minutes de shadow, tout le temps. 15 minutes de shadow. Et donc la partie boxe, c'était que ça? Ouais. Que du shadow? Oui. Tu faisais juste 15 minutes de non, shadow? non, ça c'était en semaine. Ok. Le week-end, sparring. Dans ce club? Non, j'ai passé des coups de fil. J'avais des potes aussi, des potes normands dans le coin, on se connaît tous, tac tac. Mais vite fait boxeur ou? Ah non, des vrais boxeurs. Ok. Ici, on a beaucoup de talent. Donc j'allais souvent mettre les gants avec Lancelot. J'avais mes potes Yuba et Massi avec qui je mettais beaucoup les gants. J'avais Arthur qui est un très bon athlète aussi, qui là, je mettais pas mal les gants avec lui. J'étais voilà, je tournais un peu dans toutes les salles et le week-end, je me débrouillais pour trouver des sparring. Okay. Des fois, je montais sur Paris. J'ai mis les gants avec Bilal Chiquitou. J'allais aussi en Vendée mettre les gants avec les frères Gros, qui sont l'équipe de France. Hugo Gros. Oui, voilà. je vois. Je mettais les gants avec Hugo. Bah oui, Enzo Gros aussi, boxeur militaire. Ouais, Enzo Gros aussi, de France. boxeur militaire de l'équipe de France. C'est des diamants bruts, hein, ils sont très très forts aussi. Voilà, je mettais les gants avec eux, je mettais les gants avec mes camarades normands. Et puis voilà, je me faisais des sparring tous les week-ends avec Kim Close aussi, qui était à 30 minutes de chez moi, qui va faire le championnat de France bientôt là. Okay. Qui va faire le championnat de France contre, je ne sais plus contre qui c'est son adversaire. Ah mais pro? Oui, en pro. Okay. En pro. Oui, parce que c'est les pros championnat de France, c'est maintenant ça. Ouais, bah en fait c'est pas régulier, c'est sur l'année. C'est un combat. En fait, les mecs ils gagnent plusieurs combats. Après ils sont classés, tac tac, c'est bon, c'est lui le challenger, on le prend, boum, ils organisent. Donc je mettais les gants, voilà, j'ai tous mes sparring. J'avais mes sparring, je passais mes coups de fil, je m'organisais et je faisais un sparring par semaine dur, presque toutes les semaines, et ça me suffisait. Donc voilà, un sparring dur par semaine et de la prépa physique le reste du temps. Et c'est comme ça que je m'entraînais. Franchement, c'est incroyable d'en être arrivé à ce niveau-là en faisant ça, quoi. Alors que genre, moi, je m'entraîne. Le matin, je vais faire ma séance de muscu ou de course à pied. Le soir, je vais faire ma séance de boxe. Et je vais vraiment travailler beaucoup plus la boxe. Et j'ai l'impression de pas tant progresser que ça. Après, ça fait moins longtemps que je boxe. En fait, on a des images comme quoi c'est comme ça qu'il faut s'entraîner, c'est comme ça. Tout le monde a sa façon de s'entraîner. Le plus important, c'est la visualisation. Même quand je faisais mon shadow, mec, j'imaginais qu'il y avait un adversaire en face de moi, je me mettais des contraintes et tout. Les sparring qu'on faisait, souvent on faisait du thème aussi. Ouais. C'est construire avec l'adversaire, savoir réagir. Et en fait, il n'y a rien de mieux que les sparring. Moi, je faisais énormément de sparring. Et ce niveau-là, il est venu en faisant des sparring. Il n'est pas venu en faisant de la prépa physique. La prépa physique, c'est complémentaire. Ça aide énormément d'être solide, d'être explosif. C'est grâce à la préparation physique, souvent. On peut corriger certains défauts, mais les sparring, c'est primordial. Sparring, des fois, lourd, mais je faisais aussi des sparring légers. Quand je mettais les gants avec les débutants de ma salle, où les mecs avaient 3-4 combats, je me fixais des thèmes et ça me faisait énormément travailler. Tu vois. On peut travailler avec n'importe qui. Attention aux débutants parce qu'ils peuvent être dangereux, des fois ça fait n'importe quoi. Oui. Mais tu vois, j'arrivais, je faisais 15 rounds. Je faisais 15 rounds où je me disais, je vais faire que du déplacement. Tu travailles ton endurance fondamentale, tu travailles ton coup d'œil, tu travailles ton relâchement. Travailler avec des gens moins bons que nous, ça nous permet de se relâcher. Des fois, quand tu boxes avec un mec qui est trop chaud, je me souviens au début quand je boxais les pros, j'étais comme ça, et tu te relâches pas. Il faut travailler son relâchement. Et quand tu vas arriver après contre les pros, tellement tu vas retravailler avec les débutants, tu vas avoir tendance à te relâcher plus naturellement. Tu vois. Il y a plein de trucs à prendre en compte comme ça. Et puis mentalement aussi, voilà, se dire, moi je me rendais pas compte que je m'entraînais mal en fait. À ce moment-là, non, je me rendais pas compte parce que je faisais pas mal de sparring et tout. Donc c'est dès que tu commences à dire putain, je m'entraîne mal, c'est pas comme ça que quand tu vas à trop te prendre la tête que tu vas faire de la merde. Il faut aussi se faire confiance, faire confiance. Y aller, et puis voilà, j'avais pas le choix de m'entraîner comme ça, donc m'entraîner comme ça, et puis sinon on s'entraîne pas du tout. Mais pourquoi t'allais pas en club parce que si tu les horaires de travail, c'était 18 heures, c'était trop compliqué. En fait, moi je m'occupais d'une personne qui était handicapée. Tu as vu le film Intouchable? T'étais auxiliaire de vie? Ouais, c'est ça. En fait, on m'accompagne auxiliaire de vie, donc je vois le taf. Mais en fait, moi c'était une dinguerie parce que ce monsieur avait une piscine chez lui, dédicace à Michel.
faut que j'aille le voir d'ailleurs. Il avait une piscine chez lui, je devais venir, on faisait de l'aquaboxing, parce qu'en fait il est paralysé de la moitié du corps. On faisait de l'aquaboxing, on faisait du ping-pong, des trucs comme ça. Et du coup, il fallait le mettre à l'eau voilà, avec la exactement. chaise spéciale. Je faisais ça, voilà, c'est ça. Je faisais ça 2-3 fois dans la semaine. Ok. Et après, ça s'est détérioré et il a fallu que je vienne. Ils m'ont proposé de devenir à temps plein, donc j'avais mon appartement chez lui et tout ça. C'était génial. Ma voiture de fonction. Ok. C'était super. Et Ouais. j'avais un super métier, c'était génial. Et une expérience de vie incroyable, incroyable. Je m'entends toujours super bien avec Michel. C'est partie de ma famille maintenant. Tu vois, on a travaillé 2 ans ensemble. 2 ans ensemble. Et puis, c'était beaucoup de contraintes. Hein. Moi, à 6h30 du matin, j'étais debout. Je lui ramenais ses médicaments, son petit déjeuner, enfin tout ça, je m'occupais vraiment de lui. J'étais tout seul avec lui. Tu vois. Et après, je le sortais. On allait voir ses potes. On allait au ping-pong. On faisait tout ce qu'il pouvait faire des activités, en fait. Et on faisait ça. Et puis, et du coup, ça me prenait beaucoup de temps sur mes entraînements. C'était compliqué. Donc, il fallait que j'adapte à peu près par rapport aux horaires du travail. Les horaires de mon taf elles coïncidaient pas avec les horaires d'ouverture de la boxe. Donc c'était compliqué. Je crois que j'arrive en retard à l'entraînement ou je devais repartir trop tôt. Ça me saoulait. Et puis j'aime bien, tu vois, je sais pas comment dire, mais j'ai besoin d'un peu de liberté. J'ai besoin de liberté, c'est-à-dire qu'il y a certaines salles, ils n'acceptent pas que tu bouges à gauche à droite pour aller faire des sparring. Ouais. Ils ont leur méthode d'entraînement, ils veulent te changer ta boxe et tout. Il manque quand même dans certaines salles, j'ai pas toutes, mais voilà, ils sont un peu à l'ancienne en fait. Ils sont à l'ancienne et du coup moi ça me plaisait. Je suis en électron libre en fait, tu vois. Il m'appelle le mercenaire, le papa de Hugo Gros. Ouais, bah c'est un peu ça. Tu vas à gauche, à droite, tu fais ta vie, Je m'inscrivais tout seul, je trouvais les tournois sur internet. Je m'inscrivais au tournoi, j'arrivais en blablacar. Et- Je demandais à mes potos de me déposer. Je faisais tout seul, j'arrivais là-bas, je trouvais un entraîneur sur place. Putain. Et j'ai fait tous les entraîneurs de France. Hein. J'ai fait Salem, celui de Rouen, Salem Amraoui, super entraîneur. J'ai fait Alain Vastine. Je crois que je sais pas si j'ai fait Alain Vastine. J'ai fait les Alors, mecs de 40 ans. Faut expliquer. En fait, pour un combat en boxe, tu peux pas arriver. C'est pas comme une compétition genre d'athlétisme. Tu peux pas arriver t'inscrire, faire une course et participer comme Oui. ça. Tu dois avoir un entraîneur Et un qui est club. dans ton coin et un club. Il faut avoir un club parce qu'il affilié. faut avoir un entraîneur qui est soigneur et qui va Ouais. prendre soin de toi sur le combat et qui va vraiment s'inscrire avec toi sur le combat. Donc tu peux pas te débarquer comme ça. Donc c'est ce qu'il a fait là. Mais en C'est une fait, dinguerie. et après, je me suis inscrit dans un club, c'était à Flers, donc là, qui est juste à côté. Et avec Majid Harid, paix à son âme, qui était un ancien très 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 grand boxeur. Et Majid, il m'a dit, écoute Baptiste, tu fais ce que tu veux, nous ça nous fait plaisir que tu sois avec nous. Moi j'adorais, c'est pareil, c'est un club avec j'y allais quand j'étais gamin. Et puis voilà, eux c'est vrai Majid il était fatigué, il avait un certain âge. C'était que des anciens, tu vois, c'est la campagne, hein, il n'y avait que des anciens. Et suivre toutes les compétitions, il y avait des tournois internationaux, des tournois nationaux, partout. On te fait confiance, tu te débrouilles. Et puis il me passait un petit billet, et puis moi je me débrouillais. Et après je trouvais toujours sur place. Et ça m'a pas empêché. J'ai gagné 3 ceintures, 3 tournois internationaux en 2 mois. Ok. Comme ça, à l'arrache. Et tournois internationaux, du coup, t'es parti dans C'est en quel France, pays je suis en France. Ok. Oh, ouais. Il y a 4 ou 5 tournois internationaux en France. Ok, ça Il me y a, parle pas. il y a Vastine, il y a le Ouais. Montana. Mais c'est international, Ah c'est ouais, tournoi il faut venir de plusieurs pays. Il y a plusieurs pays qui viennent. Ok. Et puis Viking, Viking, c'est international aussi. Ouais. Ok. Je pensais que c'était que français ces Non, tournois-là. non, non. Il y a des gens qui viennent de partout. Ok. Nous, à l'époque où j'étais, il y avait l'Ukraine, il y avait le Kosovo, il y avait des pays africains, il y avait l'Algérie, je crois. Ouais. Bon, l'Ukraine aujourd'hui, je sais pas s'ils envoient toujours des boxeurs. Je sais pas. Enfin bref. Ok. Voilà, donc j'ai fait les tournois au nord, dans le nord aussi, de Dunkerque, là, Jacques Chepens. Les Je connais pas, tournois, il y a le tournoi Caso. Ouais, Plusieurs Caso, tournois. je vois. Les Vastines, j'ai échoué aux Vastines. J'ai fait 4 tournois, j'en ai gagné 3 sur les 4. Ok. Bah, Ouais. bravo. Ouais. Et puis ça l'a fait, voilà, c'est comme ça que je fonctionnais. Et j'aime bien être à l'aise parce que quand je suis avec un entraîneur avec qui je suis pas à l'aise, sur le ring ça se ressent. Ouais. Donc je pouvais choisir mes entraîneurs. Je choisissais mon entraîneur préféré. Et C'est bien. c'était Salem de Rouen, j'ai adoré quand il était dans mon coin, il est posé. Il a fait, ses enfants, ils ont tous été champions de France. Il a fait je sais pas combien de ceintures de champion de France. Il a une science de la boxe. Il y avait, Ah non, forcément, sur les conseils qu'il Ouais. doit donner. et puis je prenais des fois mon ancien, l'idée. au championnat de France, on arrivait, je me dis putain, faut que je trouve un mec. Il y avait mon ancien entraîneur qui était là, j'adore Alain Robe, l'entraîneur de Condé. Il est venu avec moi dans le coin, je crois. Il y avait Thomas Lacroix aussi, un boxeur pro. Ils étaient là, boum boum. Ceux qui se sont fait éliminer, leur boxeur s'est fait éliminer le lendemain. Donc il a fallu que je retrouve un autre. Donc là, je suis allé avec Salem, je crois. En fait, je faisais tout switcher comme ça. J'étais là à la débrouillardise. Ouais, c'était marrant, c'était rigolo, rigoler. Et je suis venu avec Pierre.
Donc c'était le fils du président du club dans lequel j'étais inscrit à l'époque. Il était là, il avait jamais boxé de sa vie à ce moment-là, les cheveux longs, tout fins. Et les autres, ils venaient avec des staffs de malades, des grosses équipes. Nous, on était là tous les deux comme ça dans le vestiaire. Je me suis dit, où est-ce qu'on est? Les gens, ils nous regardaient, ils nous jugeaient, mais c'était marrant, c'était marrant. Après, t'as quand même fait une grosse dinguerie, c'est quand t'as débarqué avec le bateau viking, là. Ah ouais. J'ai vu cette vidéo, faudrait mettre un extrait. En fait, c'est important de. C'était quoi ça? C'est important de faire du show, c'est les galas. Donc dans les galas, t'as le droit de faire des entrées, choisir ta musique. Donc en fait, moi, je pars du principe où la boxe, c'est difficile d'en vivre, il faut faire du show. À chaque fois, je mets des bonnes musiques. Là, on avait champ libre pour arriver. Les mecs, il y en avait qui étaient arrivés en moto. Il y en avait qui étaient arrivés déguisés en viking aussi, tu vois. Pour avoir un dracard, comment t'as fait Ah, les gars, ça. Je me suis dit, en fait, Lancelot, l'organisateur de la soirée, me dit, les gars, vous avez champ libre. Vous avez champ libre sur l'entrée. Et j'ai réfléchi à ce que j'allais faire et tout. J'ai dit, putain, qu'est-ce que je pourrais faire? Et à un moment, j'étais en train de courir. Je cours très rarement. Et j'étais dans ma petite forêt normande. Je mettais du son viking dans les oreilles. Tu sais, tu te fais des films des fois quand tu te fais des films des fois quand tu écoutes de la musique. Et je m'imaginais comme ça arrivait en dracard et tout, c'est des trucs de ouf. Et là je dis boum, je me suis rappelé d'un truc que j'avais vu il y a des années sur Facebook. L'association Les Enfants de Rollon refabrique un dracard viking à l'identique. Et je l'avais enregistré. Mais mec, c'était il y a des années avant. Je dis putain, imagine j'arrive au combat avec un dracard. Et là, je retourne sur mon Facebook, j'ai dans mes enregistrements, je descends. Et là, je retrouve l'article, je trouve le numéro du mec, je passe un coup de fil, il me dit « Oh, je kiffe la boxe, pas de problème. » On s'est organisé, on a fait le truc et tout, et puis j'ai pu faire l'entrée. Et du coup, le dracard, c'était en bois En bois, il était sur quoi? Sur un truc à roulette? À roulette. Ouais, non, et c'est pour ça, c'est important. Incroyable. Ouais, c'était une expérience de ouf. Je pense qu'aux États-Unis, ils font pas de telles entrées. Je pense pas. Mais il y a des belles entrées aux États-Unis. Hein. Mais faut mettre un peu de show. C'est un sport spectacle, il faut mettre du show. Quand c'est là, c'est un gala. Donc en gala, c'est l'organisation qu'ils appellent, c'est privé. C'est privé, il faut faire de l'argent, Par contre, faire du spectacle. Au niveau olympique, national, tout ça. Oui. Là, c'est sobre et c'est rouge-bleu. Voilà, rouge-bleu, je fais pas de la musique, c'est comme ça. Donc, parfois, on peut choisir. Ouais, des fois, il laisse aller. Tu vois, il nous laisse. Championnat de France, attention. Hein. Enfin, à l'époque, il fallait être rasé. On n'avait pas le droit. Moi, première compétition, on m'a dit que je devais me raser. Ouais. Je suis arrivé. Alors, j'étais militaire à ce moment-là, donc j'étais rasé régulièrement. Mais à ce jour-là, j'ai oublié de me raser. Ouais. Et du coup, j'avais la barbe de 3 jours. Et je me suis dit, merde, j'ai oublié de me raser. J'ai un petit peu de barbe. On va me casser les couilles. Et en fait, ça a changé. Du coup, l'année dernière, le règlement. Ouais. Et c'était pour les régionales du centre. Et j'ai eu vraiment peur. En fait, j'arrive et on nous dit finalement que c'est bon, il n'y a pas besoin d'être rasé. Donc, je suis passé. J'ai eu de la chance, hein, parce que tu sais, moi, à l'époque, un jour, je suis arrivé, j'avais un petit poil. Un petit poil là. Le mec, il m'a dit, tu vas me raser ça comme ça dans le bureau. Tu vas me raser ça. T'as 10 minutes. Habit pouvoir. C'était que Dieu me pardonne, c'était un gros lard là qui était à la direction, qui s'occupait des trucs, il était là, il regardait tout le monde, il mettait des coups de pression sur tout le monde. Ouais. Le mec, il a jamais boxé, bref. Tiens, tu vas me raser ça, toi. T'as 10 minutes, dépêche-toi, fallait que je retourne à l'hôtel. Hein. J'ai pas de rasoir et tout. Ah, ils avaient rien sur place. Alors j'avais 3 poils qui dépassaient, mec. 3 poils qui dépassaient. Je dis, mais vous êtes sérieux et tout? Donc je suis arrivé, il fait. Non, mais heureusement je suis revenu, et là, tu sais ce qu'il me fait, l'enfoiré, il m'a fait rigoler. Et il me dit, bonjour, vous êtes qui? Il fait, ah, vous avez pas reconnu sur la barbe. Ah ouais, je veux dire, c'est des ouf. C'est des ouf. Et du coup, et puis après, on a boxé, et puis voilà, ça l'a fait. Ok, bah, tant mieux. Non, mais heureusement qu'ils ont changé le règlement, c'est pas possible. Cette histoire de barbe. C'était un peu débile. Mais c'était pour t'apprendre ce cadre militaire, apprendre la discipline et tout. Et en fait, ce qui t'expliquait à l'époque, c'était que si tu avais une coupure. Oui, j'ai entendu ça. J'ai jamais vu quelqu'un se couper ici pendant un combat. Les arcades à la limite. Non, mais surtout que le fait de te raser, la peau, elle est plus sensible, bien sûr, quoi. Bien sûr. Et après, si tu as des poils et que tu te coupes, tu mets du désinfectant, ça change rien. À la limite, s'il faut recoudre tes piles. Ouais. Non, mais c'était. Je sais pas, c'était une loi un peu débile. Bon, on l'a respecté parce qu'on n'avait pas le choix, mais maintenant, Dieu merci, ça a changé. Et là, on a parlé vraiment beaucoup de boxe, Baptiste. Maintenant, toi, aujourd'hui, pour vivre, tu vis comment financièrement? Parce qu'il y a aussi cet aspect. Donc, je crois que tu as des sponsors. Ouais. Comment ça se passe? En fait, la boxe, c'est très compliqué pour en vivre. Surtout au niveau olympique amateur. C'est presque impossible, en fait, puisque tu n'es pas rémunéré pendant les combats. Donc. Et même en pro, les mecs sont rémunérés, mais. Voilà. Et même en pro, les mecs, c'est 400-500 balles les premiers combats. Enfin, et en France, tout le monde est obligé de travailler. Presque, il devait être peut-être 5 ou 6 à pouvoir en vivre, en fait. Donc moi, je me suis dit, c'est ma passion, c'était hors de question
que si on prend des coups, arrivé à un certain âge, tu peux plus, tu mets ta vie en danger, tu mets ta santé en danger, tu fais des sacrifices. C'est hors de question de se sortir d'un combat avec un jambon fromage. Non, je me suis dit, il faut que j'arrive à en vivre. Je suis allé aux États-Unis, donc on m'a proposé de passer professionnel. Ouais. Et j'ai dit, ok, passer pro, pourquoi pas. Donc je me suis dit, je vais en faire mon métier. Par contre, quitte à passer pro, autant se professionnaliser. Quoi de mieux que partir aux États-Unis, un truc que j'avais en tête depuis des années. Donc, on t'a proposé de passer pro en France. Voilà. Et toi, avant, t'as dit, ok les gars, je suis chaud, Ouais. mais Contre, avant, j'aimerais partir aux exactement. États-Unis en amateur, Voilà. puis revenir et passer pro. Non, je voulais partir aux États-Unis juste pour faire un bon stage de préparation. Ouais, mais amateur du coup, Voilà, et après amateur, revenir. voilà. Ok. Et au début, quand je suis allé aux États-Unis, je faisais des 6 rounds, je m'entraînais en 6 rounds pour mon passage en professionnel. Et en fait, je me suis fait repérer là-bas. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé aussi au début? C'est que j'ai décidé, merci les réseaux sociaux, parce que j'ai décidé de filmer mes aventures aux États-Unis. Je savais que des gens, il y allait sûrement avoir un engouement. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, filme-nous, comment ça se passe? J'ai commencé à faire des vidéos. Je filmais les salles, je filmais mes sparring, je filmais l'ambiance qu'il y avait. Ça a explosé, ça m'a permis d'avoir une visibilité. Cette visibilité-là, elle a intéressé des sponsors. Et juste, du coup, toi aujourd'hui, tu as un compte Insta, tu as 27 000 abonnés. Ouais, c'est ça. Et un compte TikTok, tu as. Ouais, pareil, 25, dans les 25 000. Et avant de partir aux États-Unis, tu étais à combien d'abonnés? Sur TikTok, j'étais déjà pas mal. Je devais être à 20 000 abonnés sur TikTok, mais sur Instagram, j'avais rien. J'étais à t'avais- 1000 abonnés. 2000. Ah ouais. Ah, donc ton Insta, il a Il a explosé, avec les explosé États-Unis. avec les États-Unis. Ok. En l'espace de. Ah, c'est marrant, j'aurais dit l'inverse. Moi, j'aurais dit le TikTok a explosé et Non, le non. Insta. Ok. TikTok, j'ai toujours mis du contenu dessus. Ok. Mais pas par rapport aux États-Unis, et même avant, par rapport à la boxe, tout, ça marchait bien. Ouais. Et sur Instagram, là, ça a explosé. Et du coup, ça m'a permis de gagner en visibilité, d'attirer des sponsors. Et puis, du coup, aujourd'hui, j'arrive à en vivre grâce à mes partenaires. Mes partenaires qui sont Flytex, d'ailleurs, je le mets toujours parce que je me blesse au genou à chaque fois. C'est des bas de compression, ça permet aux athlètes de pouvoir avoir le sang qui circule de la meilleure des manières. Et juste, c'est quoi Et ça, c'est rembourré. C'est. C'est rembourré pour maintenir plus le genou. Et puis, Ok. pour ceux qui font du jiu-jitsu ou du MMA, Ouais. ça t'évite les frottements. Ils font aussi des coups de gère. Ils font tout, des bas de compression. Et ça, franchement. Ouais, après, t'arrives, t'es Ouais. en mode Ouais. bonhomme Michelin, faut pas Et abuser quand non on a des plus. petites blessures, c'est pour prévenir les blessures. Ok. C'est prévenir les blessures. Ça permet aussi de te protéger. Ensuite, j'ai Combat Store. Lui, c'est mon équipementier. Combat Store qui m'envoie des gants, qui Je crois que t'as un- Ouais, bah là j'ai le t-shirt. Combat Store, les gars. Et c'est du matos haut de gamme, tu vois, de boxe. Il y a tout dessus. C'est eux qui m'envoient tout ce dont j'ai besoin, donc c'est top. Ils me permettent de pouvoir évoluer dans les meilleures conditions. Et juste avant Combat Store, du coup, t'as un code, c'est ça que tu partages à Oui, tes oui, abonnés. oui. Je crois que c'est. Alors sur Combat Store, c'est Centaure. T'as un doute? Ah, il sait même pas ce que Là, c'est. si, c'est Centaure. Centaure sur Combat Store. Centaure. Ok. Et sur Flytex, c'est Centaure 10, c'est pour ça. Ok. Tous les combats de compression. Et mon dernier sponsor, qui est un sponsor de compléments alimentaires. Ah, ça va faire concurrence, ça. On n'a pas le même. Voilà. Moi, le mien, c'est Raptor Nutrition, c'est 100% made in France. C'est ce qui se fait pour moi de mieux. C'est même moi qui suis allé les chercher. Je leur envoyais des mails, tu vois, parce que je voulais absolument travailler avec eux. C'était des compléments que je prenais déjà et qui m'ont permis d'évoluer, d'être dans les meilleures conditions. J'étais en carence du magnésium, de zinc. Et je voulais vraiment de la qualité du Made in France. Ça me tenait à cœur aussi que ce soit du Made in France ici de mes terres, que ça fasse bosser l'économie de mon pays. Et du coup, je me suis affilié avec Raptor Nutrition. Et voilà, c'est génial. Et t'as un code aussi? J'ai un code aussi, c'est Centaure10 sur Raptor Nutrition pour moi. Centaure 10, Voilà. ok. Bon, on fait de la pub au Raptor, donc j'espère qu'il viendra aussi faire un petit sparring. Et niveau complément, ben moi c'est le même qu'avec Baptiste. Moi aussi j'avais besoin d'un partenaire et j'ai voulu chercher aussi un partenaire de qualité. Ben, je suis comme Baptiste, moi ça me fait chier d'avoir des compléments style My Protein Bulk qui sont du moyen de gamme. Moi je voulais du top qualité aussi, donc j'ai été chercher. Et moi mon partenaire c'est Nutrien&Co, qui est un partenaire aussi français top qualité. Après au niveau de la qualité, je sais pas qui de Raptor ou Nutrien&Co est le mieux, c'est peut-être la même qualité, mais Nutrien&Co. Là, il y a un truc où je suis sûr qu'il fait en plus par rapport au Raptor, c'est le côté écologique. Sur ça, ils travaillent vraiment à mort et je pense que c'est les seuls en France à bosser sur ce côté-là. Du coup, Nutrien&Co, vous avez moins 10% avec Benjamin 10 et là, c'est à vous de faire le choix. Si vous voulez me soutenir, si vous voulez plus soutenir Baptiste. Donc, Raptor Nutrition, Centaure 10, ouais. Nutrien&Co, Benjamin 10. Il y a les liens dans la description. Après, à vous de jouer. Et vous avez mes programmes aussi dans la description si vous voulez bien vous entraîner, avoir des résultats et vraiment performer au max. Donc j'ai mes sponsors qui me permettent d'en vivre. Donc ça te suffit pour en vivre ça aujourd'hui? Ça me suffit. Et aussi mon manager qui dédouane tous les frais de déplacement, les frais de bouffe. Quand je serai aux États-Unis, il y aura une grosse partie qui se prend en compte. C'est-à-dire, ça marche comment ça? Ton manager, du coup, tu voilà. le Moi, payes il me paye tous les mois.
Et Ton en fait, manager te mon paye. manager me paye tous les mois. Mais quel est son intérêt? Ah bah en fait, quand je vais avoir des gros sponsors ou quand je vais faire des money fights, Il prendra. Il prendra des. Donc en fait, là, il anticipe. Exactement. Donc là, le mec se met à perte pour le futur, Voilà, pour te garder. Et exactement. donc j'imagine que tu as un contrat, je ne sais pas si On a signé un tu peux en contrat. parler ça, mais On a signé un tu as un contrat. contrat qui t'engage sur une certaine période, Voilà. sur plusieurs En années. fait, mon agent, il me trouve les partenaires. Donc évidemment, il prend un pourcentage dessus. Et c'est lui qui va gérer aussi tout ce qui est billets d'avion, tous ces trucs-là. Ok. Lui, il est là vraiment pour m'épauler et gérer tout ce qui est les à côté en fait. Et heureusement qu'il est là d'ailleurs, parce qu'il m'aide beaucoup, il m'aide énormément. C'est Mathieu Gervais. C'est Fighting Management, c'est une agence de management qu'il vient de fonder. Et on est 2 ou 3 athlètes dedans pour l'instant. Et c'est un super projet, il accompagne vraiment les athlètes. Alors lui, il les accompagne vraiment pour le coup. Ouais. Financièrement, il t'accompagne. Ouais. C'est un super agent, c'est-à-dire qu'il négocie très très bien. Et en plus, voilà, après évidemment, lui, il a besoin de voilà, dans quelques années, quand je serai sur le toit du monde, si Dieu veut, il prendra ses sous qu'il aura bien mérité. Et qu'est-ce qui, du coup, au niveau du contrat, il y a un truc qui te bloquera, toi, pour ne pas partir si dans 3 ans, tu es champion du monde WC, WBA, ce que je te souhaite, même si c'est peut-être un peu rapide, qu'est-ce qui t'empêchera de changer d'agent? Sur le contrat, ça, il y a des… Ah si, il y a une clause, hein, je ne sais plus combien, c'est un manager qui est intéressé, il verra ça avec un autre. Ouais, il doit payer à ton manager actuel. Tous les trucs, ils passent par mon agent. Okay. Tout passe par mon agent à chaque fois. Oui, donc il est forcément pas perdant voilà. au niveau du contrat. On est transparent. Okay. Lui, tu vois, ça passe avant. C'est moi qui signe. C'est moi qui signe tout. Il faut que je sois d'accord. On s'appelle avec mon agent. J'ai entièrement confiance en lui. C'est un très bon agent. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, je l'appelle et à chaque fois, c'est réglé. Tu vois. Ok. Et il vérifie un petit peu les partenariats, que ce soit de la qualité. Bien sûr. Pas comme parce que ça, il y a des agences d'influenceurs, ils t'envoient des partenariats et derrière c'est des produits chinois pourris, tout ça. Ah ouais, non, moi c'est hors des questions. Tu sais que j'ai reçu énormément de partenariats, de demandes de partenariats que j'ai dû refuser. Et pourtant ça payait. Éclaté. C'est pas en adéquation avec mes valeurs. Ouais. Non mais t'as raison. Sur ça, on a voilà, la même vision. Si tu commences à vendre de la merde à ta communauté, moi la communauté je les respecte. C'est important. Voilà, tous les gens avec qui je travaille aujourd'hui, Combat Store, c'est des amis à moi. Maintenant, je les ai rencontrés, c'est des gens en or, c'est des gens super, c'est pour ça que j'ai accepté ce partenariat avec eux. C'est des anciens légionnaires. Ok. C'est un ancien légionnaire. Flytex, c'est très bien passé avec eux au téléphone, c'est des produits de qualité, on accepte. Raptor Nutrition, le Saint Graal. Raptor Nutrition, c'est ma fierté, je suis vraiment très très fier de la représenter. Parce que c'est aussi Benoît Saint-Denis qu'on est un des ambassadeurs. Benoît Saint-Denis, Mathieu Leto Duclos, Gabriel Levent, c'est que des gros noms et des gros ambassadeurs. Tu as pu boxer avec Benoît Saint-Denis en plus. Oui, c'était à Bayonne. Son entraînement, il est basé là-bas. Et c'était là-bas, tu avais été sur place, tu avais été invité ou… Non, en fait, j'étais au culot encore. J'ai envoyé un message à Daniel Boirin. Je lui ai dit, écoute, Poirier, il est grand, il est gaucher. Je suis grand, je suis gaucher. Son point fort, c'est l'anglaise. Une très bonne anglaise, il a un coup d'œil. Donc j'y suis allé, on n'a pas beaucoup tourné, mais voilà, j'y suis arrivé, on a fait un peu d'anglaise, j'ai rencontré, on a discuté voilà. Rapidement ou… Ah ouais, non, on a resté 2 jours ensemble quand même. Ouais. Donc on a bien discuté rapidement, mais on était là-bas pour bosser, on n'était pas là pour voilà. Et c'était une super expérience, j'ai fait 10 heures de route avec ma voiture, elle est tombée en panne. Je suis avec un pote à moi que j'appelle à la dernière minute, je dis, faut que tu viennes avec moi, tout. On est arrivé, c'était une aventure extraordinaire encore. J'ai rencontré toute sa clique, j'ai rencontré l'équipe de France militaire de MMA, qui sont vraiment une super team. J'espère qu'ils iront loin aussi, eux. Et ça a été une expérience formidable. Et puis voilà, Benoît Saint-Denis, c'est un mec pour qui j'ai énormément d'estime, de par les valeurs qu'il retransmet. C'est un peu le chevalier qui nous manquait en France. Tu vois. Moi, j'adore Benoît Saint-Denis. Je suis fan. Je l'ai dit dans ma vidéo, je suis fan. Je comprends. Et c'est pas bien, faut pas être fan, hein, mais voilà. Si, il faut avoir des idoles, des personnes. Voilà, mais en fait, moi, pourquoi je le respecte beaucoup, c'est par rapport à l'influence qu'il peut avoir sur les jeunes, en fait. Tu vois, sur mes petits frères, je préfère qu'ils s'affilient à un mec comme Benoît Saint-Denis plutôt qu'il s'affilie avec certains exemples que tu vois sur TikTok, sur Instagram. Tu te dis, mais c'est pas possible. On va pas donner de nom là. Non, mais il y a des gens qui sont, c'est pour critiquer. Il y a des gens qui sont idolâtrés. Ouais. C'est des coquilles vides qui pervertissent la télé-réalité. La télé-réalité, des trucs comme ça. Moi, je préfère clairement que voilà, des mecs comme Benoît Saint-Denis, on en a besoin. Et voilà, de droiture, valeur, travail, catholique, parce que je suis catholique, donc c'est encore mieux. Attention, ne nous sors pas travail, famille, patrie. non, pas du tout. Mais non, c'est valeurs, j'aime beaucoup. Comme il le dit lui-même, il dit, moi, je voulais être un chevalier. Et
Les valeurs des chevaliers, c'était ça, c'était la droiture, la noblesse de l'âme, la loyauté, qui sont des vertus essentielles en fait. C'est là que tu reconnais quelqu'un avec qui tu peux avoir des vraies relations en fait. C'est primordial. Toutes ces valeurs-là, un mec, on sait qu'il est honnête, on sait qu'il est droit, qu'il a une parole, et ben voilà, on lui fera beaucoup plus confiance. Et s'il n'y a que des mecs comme ça qui dans ce pays, ben on s'en portera beaucoup mieux en fait. Ah, mais ça me fait plaisir que tu dis ça parce que j'ai la même vision des choses. Pour moi, c'est important d'avoir ce genre de valeurs, important d'être droit, d'être honnête avec les autres. C'est une vision vraiment que je partage. Et je suis content d'entendre ça et qu'on partage un petit peu ce genre d'idées. Et surtout par rapport à tout ce qu'on peut voir en France aujourd'hui, bon, on voit beaucoup moins ce genre de valeurs qu'on devrait. Regarde avec là, en ce moment, les élections. Là. Les élections. Les gens, ils sont tous en train de se taper dessus, de s'insulter. J'ai ouvert Twitter, je ne vais jamais sur Twitter, mais du coup, j'ouvre Twitter, je vois les gens qui s'insultent à travers des écrans qui sont là. Sur TikTok, c'est pareil. C'est quoi ce monde dans lequel on vit? Alors après, je sais pas si j'ai pas envie de faire. À l'époque, c'était peut-être pas pareil, ou à l'époque, c'était pareil, j'en sais rien. Mais ouais, là, c'est le bordel. C'est le bordel et qu'on prenne un peu de bon sens, qu'on se concentre sur nous-mêmes. Parce que il y a des gens, ils attendent qu'il y ait quelqu'un qui vienne les sauver. Et déjà, sauvez-vous vous-même, c'est-à-dire sauvez déjà des meilleures personnes. Et c'est mon travail que je fais. Et je dis pas que je suis une bonne personne, moi. Je travaille tous les jours pour être une meilleure personne. Et Dieu sait que je suis pécheur, et pauvre pécheur que je suis, et que je travaille toujours pour m'améliorer. Et déjà, avant d'essayer de croire qu'il y a un mec qui va venir me sauver, là, je sais pas qui a de président. Hein. Non, sauvez-vous vous-même. Soyez une personne responsable, droite dans vos bottes. Essayez en tout cas de l'être. Vivez avec vos valeurs, que vous pensez être noble. La noblesse d'âme, comme je disais tout à l'heure. Et après, si tous les gens pensent comme ça, s'occuper juste de son soi, de sa famille, évidemment des autres qui nous entourent, et le monde se portera beaucoup mieux. Et toi, par rapport à ça, aujourd'hui, tu as des gens qui t'insultent sur Internet Ça m'arrive, ouais. C'est quel genre de… Mec, j'ai reçu de tout. J'ai reçu de tout. Tu sais qu'un jour, j'ai reçu un message, il faudrait que je le lise, mais d'une violence. Le mec, il me dit des propos que je ne pourrais pas tenir, des propos racistes de fou. Ah, ben, je t'explique. Mais quoi, parce que t'es blanc? Non, même pas. Comme quoi, je m'exprimais comme une racaille. Mais je dis racaille, mais ils m'ont dit des mots de ouf. Ouais. Que je m'exprimais comme une racaille, que j'étais un traître. Des trucs de malade, des trucs qui n'avaient pas de sens. Okay. Mais des gens qui m'insultent comme ça, sans aucun sens. Après, ça, il y a des gens, des œuvrés qui… Mais en fait, voilà, il y a des gens qui sont complètement, qui sont derrière un écran avec des fausses photos de profil qui t'insultent. Je sais pas qui c'est, mais par rapport à mes convictions, j'ai pas reçu d'insultes. Alors, le partenariat avec Raptor Nutrition, là, j'ai reçu 2-3 messages quand même. Au début, j'avais rien reçu, puis depuis quelques temps, j'ai reçu 2-3 messages. Ah, c'est dommage que tu t'affilies avec ce mec. C'est dommage. C'est un mec d'extrême droite. Je sais pas quoi. Je dis, les gars, déjà, il s'appelle Ismaël Slimani, hein, de tradition musulmane. Deuxièmement, ce mec-là, c'est un mec des plus carrés qui bouge son cul justement pour sa communauté, pour qu'elle se développe, pour qu'elle soit la mieux possible. C'est un mec sur qui tu peux, je pense, compter. Tu vois, je le connais pas personnellement, mais voilà, moi, c'est les valeurs qu'a le Raptor. C'est des valeurs avec lesquelles je suis en total accord. Donc moi, j'en ai rien à foutre de recevoir des messages de mecs qui me disent c'est comme ça. Moi, je me suis pas affilié avec lui pour rien. C'est en fait, et même si c'était Hugo Papacito qui a parlé de moi. Après, tombé sur des vidéos, tu vois. Mais non. Ah, si. Et Papacito, c'est pareil. C'est pareil. C'est un mec. Voilà, tu vois. Et si demain il y a une guerre, je crois que c'est sur ces mecs-là qu'il y a plus de chances que sur lesquels je puisse compter, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu cet esprit-là. Si demain il y a une guerre, tu peux compter sur qui. Ce qui est triste, en vrai, ce qui est triste sur ça, c'est que les gens confondent l'extrême droite. L'extrême droite, en gros, on va retrouver quoi? On va retrouver le culte du chef. C'est la faute des immigrés. Et on veut avoir un pays plus puissant que les autres, l'ultranationalisme. Mais on confond cette extrême droite-là, qui pour moi en France, il y a quasiment plus de partis qui ont ce genre de propos. Il y a eu Éric Zemmour, bon un petit peu, voilà, mais il y a très peu de personnes qui ont ce genre de propos. Ça a 20 ans qu'on voit plus d'extrême droite réellement en France. Avec simplement la droite, être fier de son pays, faire des choses pour son pays, être droit dans ses bottes, vouloir marcher économiquement. En fait, la frontière, elle est de plus en plus large, c'est-à-dire avant, un mec d'extrême droite, c'était un gars qui avait des propos racistes, fascistes, je sais pas quoi. C'est ça, l'extrême droite, c'est ça. Les gens ils sont traités d'extrême droite pour tout et n'importe quoi. C'est ça. Tu montres un enfant français, t'es tu d'extrême droite. Moi, je me suis fait traiter d'extrême droite.
parce que j'avais vu un documentaire quand je suis rentré du pèlerinage de Chartres, où c'était des drag queens qui étaient venues en petite tenue, twerker devant des enfants, faire de la propagande. Des spectacles pour des enfants. Et moi j'ai partagé ça, j'ai lu avec humour. Je vais vite retourner à mon pèlerinage, tu vois. Et derrière, ça n'a pas plu à des gens. Mais non, mais les gars, attendez, vous vous rendez compte ou quoi? Et je pense qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes que tu peux montrer à des gamins. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes que mettre une drag queen qui twerk. C'est grave, quoi. Les enfants, ils vont finir détraqués. J'ai aucune haine contre les drag queens, hein. J'ai pas la haine contre eux, les pauvres. Moi, je dis les pauvres. Hein. Voilà, je dis les pauvres. J'aimerais pas être à leur place, hein, crois-moi. Après, c'est un. Moi, sur ça, franchement, la personne fait ce qu'elle veut, Bien tant sûr. qu'elle est dans son monde, tant qu'elle veut pas influencer d'autres Non, personnes. et c'est ça. Si elle fait ça de son côté, Mais par contre, tu seras mon ennemi à partir du moment où tu vas toucher aux enfants. Des enfants. Des Et enfants là, qui et ça- sont et l'avenir ça- de la nation. Ça, c'est intolérable. Intolérable. Et voilà, il y a des gens à qui ça n'a pas plu. Je me suis fait bloquer, je le sais. Ouais. Des gens à qui ça n'a pas plu, moi bloqué par rapport à ça. Tu peux pas laisser passer ça. Et c'est mon devoir aussi de condamner, parce que là, c'est pire en pire. Avant, les drag queens, personne n'en entendait parler. Ces trucs-là, personne n'en entendait parler. Aujourd'hui, il n'y a que ça. Et aujourd'hui, ils viennent dans les classes d'enfants et ils viennent faire des spectacles pour les enfants. Et c'est même les parents qui les emmènent. Tu vois le lavage de cerveau? Ça, c'est grave, ouais. Et Ça, c'est grave. ça, dérangeant. Mais bon. Et pourquoi c'est grave aussi, c'est qu'aujourd'hui, la France, elle a un patrimoine culturel énorme. On a des belles pièces de théâtre, on a de la danse classique, on a au conservatoire des super artistes qui pourraient venir faire des spectacles pour les enfants, tu vois, genre faire découvrir des belles choses aux enfants. Et plutôt qu'un homme déguisé en femme qui twerk. On va pas se mentir, un opéra, c'est quand même un petit peu chiant, même pour un adulte. Donc pour des enfants, je sais pas, peut-être Oui, un raccourci. il y a toujours moyen voilà. Non, mais après, Non, mais on attends, est bien c'est- d'accord. On est bien voilà. d'accord. Et moi, je te demandais ce que tu avais comme type d'insulte pour savoir un petit peu, parce que moi, forcément, crâne d'œuf, tête d'œuf, t'es chaud, voilà. Bon, ça, c'est classique. Ouais. Et après, il y a un deuxième truc, moi, que j'ai eu beaucoup, c'est avec l'armée, que je faisais honte à l'armée. Bon, parce que ça, forcément, sur l'armée, on a l'habitude de ne pas avoir beaucoup de vidéos sur les militaires. Et un militaire qui fait des vidéos, ça pose vite problème. Donc, je te demandais juste par rapport à ça. Bon, du coup, on parlait un petit peu là de l'enfance et des dérives, on va dire, du wokisme. Ça, c'est un sujet, là, ça va faire des commentaires, ça va faire débat. Ouais. Après, Et- moi, c'est pas un truc sur lequel j'aime m'exprimer parce que je sais Ouais. que ça divise. Bah, c'est politique, Mais tout ce qui est politique. tout ce qui est Après, politique, c'est- voilà, moi, c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de boxer. Après, il y a des trucs évidemment qui me touchent, auxquels je suis en désaccord. Moi, je suis quelqu'un, je vote pas, j'ai jamais voté. Ah ouais? Non, je vote pas. ça t'intéresse pas du tout. Mais non, c'est ce que je te dis. Tu préfères t'en détacher que. Même pas, c'est pas m'en détacher. C'est pas que je préfère, c'est que j'en suis complètement détaché. C'est-à-dire que moi, je m'occupe de ma famille, je m'occupe voilà, de mes amis, mes proches. Et pour moi, c'est pas un mec qui viendra te sauver. Ouais. Sauf si c'est un roi. Ah, Après, après, non, parti monarchiste aujourd'hui. mais même, bon. même pas de parti, j'en sais rien. Mais en vrai, juste la politique, j'y crois pas. C'est des menteurs. Ils sont tous. J'ai du mépris pour eux. Après, je connais pas. J'ai pas envie de m'engager trop dessus parce que je connais pas du tout comment ça se passe là-dedans. Et en fait, je les méprise sans les mépriser parce que je les calcule pas en fait. J'allume TikTok, l'autre coup, je tombe que sur des trucs de politique. Ouais. Ça m'a saoulé. J'allume Twitter, je tombe sur des trucs de politique et les gens qui s'insultent entre eux là. Mais les gars, vous avez pas de choses à foutre en vrai. En vrai de vrai. Mais je dis rien parce que je dis, j'aurais eu 18, 19 ans, sans doute j'aurais été pareil, j'en sais rien, tu vois. Et, en vrai, voilà, c'est un truc qui me touche pas et voilà, moi j'aime mon pays, j'aime la France. La vraie France, la République, en soi, c'est peut-être bien, peut-être mal. Oui, t'es plus attaché à la France, au territoire que au gouvernement et voilà. Voilà, c'est ça. Donc, ça, ok. Voilà, c'est une question d'attache. Après, sûrement qu'ils font des choses très bien, sûrement qu'ils font des choses des fois très mal. En soi, je ne regarde pas les programmes, je regarde rien de tout ça. Ok. Mais toi aujourd'hui, c'est quoi tes centres d'intérêt? Donc on a pas mal parlé de la boxe. Est-ce que tu as d'autres choses qui t'animent? Non, t'as que la boxe. Non. Moi, je suis animé par plein de choses. Ma foi, déjà beaucoup. Je suis catholique. Je le dis souvent, tu vois. Et ça m'aide tous les jours, ça me fait vivre. Ça m'aide beaucoup et je rends grâce à Dieu tous les jours. Je vais à l'église, j'essaie d'aller à l'église tous les dimanches, mais ça m'arrive de le louper. Mais voilà, c'est la foi, c'est ma famille, c'est mes amis. Et la boxe, c'est partie de ma vie parce que c'est mon métier, quoi. Donc, ouais. À New York,
tu peux pratiquer ta foi? Il y a des églises catholiques? Ouais, il y a des églises catholiques. Ok. Il y a des églises catholiques. Bon, Mais après, c'est en anglais. C'est en anglais, donc. Ça te plaît moins? Ouais, mais après, moi, j'ai regardé les messes sur Ok. mon téléphone. Tu le mets Quand à j'étais la à New York, maison? quand j'étais à New York, Dieu me pardonne, je crois que je suis pas allé à la messe en ok. 3 mois. Ok. Quand je suis rentré, je me suis rattrapé. Je fais le pèlerinage. Messe de tous les Chartres. jours? Ouais. Ok. Mais tu Mais par regardais contre, la messe à la ouais. maison? Et en fait, ce que je faisais beaucoup. Bon, par contre, tu sais, quand tu arrives à New York, aux États-Unis, dans un pays que tu connais pas, que tu fais la guerre tous les jours, enfin la guerre, c'est un grand mot. Je veux dire que tu vas te battre, tu prends des coups, que c'était dur, très très dur, tu perds toutes tes habitudes alimentaires, tu es loin de tes proches. Tu retrouves la foi elle est très puissante. Et quand tu es tout seul, Dieu il est avec toi, tu vois. Et du coup, moi c'était une grande expérience spirituelle aussi, d'être dans des conditions difficiles. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont perdu la foi aussi parce qu'ils sont plus dans ces conditions difficiles. À l'époque, c'était plus compliqué, au Moyen-Âge, tout ça. On n'avait pas le cadre de vie qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, t'as faim, tu ouvres ton frigo, tu prends tes yaourts, tu bois ton coca, t'es tranquille en fait, tu vois. Et voilà, le fait d'être dans la difficulté, ça te rapproche inévitablement de Dieu. Tous les boxeurs, presque, à ma connaissance, de haut niveau, ont la foi. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient orthodoxes, catholiques, je sais pas quoi, mais ils ont une grande foi. Ça, c'est ce qui... et je pense que ça aide. Et en fait, être dans la difficulté, ça t'amène Dieu. Quand tu es confronté au Dieu, voilà, à la difficulté, tu as besoin de Dieu et Dieu, il vient à ce moment-là, quoi. Et il est venu au moment où j'étais j'en avais le plus besoin, en fait. Parce que je suis converti, entre guillemets. J'ai été baptisé et tout ça, mais j'avais perdu totalement la foi, j'y croyais pas. C'était pour moi, c'était du folklore. Pour moi, c'était des conneries, hein, je le dis, c'était des conneries au début, que Dieu me pardonne. Et de fil en aiguille, en grandissant, en me documentant énormément, en lisant les évangiles aussi, j'ai accepté Dieu dans ma vie. Et aujourd'hui, c'est la plus belle grâce que Dieu m'ait donnée, c'est de faire de moi un chrétien, et voilà. Et à New York, tu n'étais pas tout seul? J'étais avec ma femme. Ça, t'en as pas parlé? Ah, ma femme, bien sûr, ma femme, c'est tout pour moi. Hein. Elle est là depuis le début, je l'ai rencontrée quand j'avais 15 ans. Et on est ensemble depuis qu'on a 15-16 ans. Donc rencontre au lycée? Rencontre au lycée, en seconde. Même classe ou... Non. Non, je la voyais dans la cour, je disais purée. Seconde A, seconde B elle est mignonne. C'était des noms de feuilles ou c'était quoi les noms? Je sais plus ça, seconde A, B, C, je sais même plus. Et puis, je l'ai courtisé. C'est beau. Après, j'ai rencontré ses parents, etc. Et puis, on a mis longtemps parce que comme j'étais pas dans la foi avant, pour le mariage, bon, c'était pas. Et on est mariés depuis presque un an là. Okay. On est mariés depuis presque un an à l'église. Tu boxes avec ton alliance? Non. Ah non, tu l'avais enlevé? Parce que là, j'ai vu que tu l'avais. Ah, peut-être que je l'ai gardé pendant ce sparring. Ah, peut-être? Okay. Non, en général, tu l'enlèves et tu la remets après. J'ai pas le droit, en fait. J'ai pas le droit, tous les trucs physiologiques. Après, c'est dans le gant, mais bon. Puis après, je crois que ça peut abîmer les gants. Tu vois. Ok. Mais je boxe pas avec. Bon, des fois, ça m'arrive de l'oublier. Parce que des fois, j'arrive pas à l'enlever. Ça l'est bien mise. Non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, il n'y a pas besoin. Voilà. Okay, ouais, donc ma femme, avec un soutien depuis le début, qui m'aide aussi à me tenir à carreau. Parce que moi, comme je te dis, je suis un électron libre. Et c'est-à-dire, elle t'aide à être discipliné dans la boxe et dans ton quotidien? Ouais, c'est ça. Ok, C'est-à-dire que. génial. Mais dis donc, tu t'es pas entraîné cette semaine? Le soir, avant de dormir, chérie, t'as pas prié? Hop. Et des fois, j'oublie de prier, je suis sur mon téléphone, je suis là. Chérie, t'as pas prié aujourd'hui? Hop, on va prier ensemble. Et ouais, non, c'est top. C'est top. C'est pareil, c'est une belle grâce que Dieu m'a donnée. Voilà, on a tout fait ensemble en fait. On a grandi ensemble. De nos 15 ans à aujourd'hui 25 ans, ça fait 10 ans qu'on est ensemble presque. Et c'est un véritable amour. Tu vois, je souhaite à tout le monde de vivre ça. C'est compliqué, hein, puisqu'on a eu plein de hauts, plein de bas comme tous les couples. Oui. Et on essayait, je pense, de s'inspirer de nos grands-parents. La famille de ma femme est c'est une famille un peu traditionnelle normande, hein, tu vois, où ils sont tous son grand-père avec sa mamie depuis qu'ils ont 16 ans. Son père, c'est pareil, avec sa mère. Et ça marche bien. Donc voilà, on a toujours fonctionné comme ça. Et puis maintenant, on est mariés pour la vie. Ouais, c'est super beau. Non, franchement, c'est top. Et avoir quelqu'un qui te soutient comme ça, c'est génial. Elle est venue à mon premier combat amateur, à 15 ans. Génial. Elle était là, avec toute sa famille. Comment te dire que je me suis chié dessus, mec.
Ah oui. T'imagines, je prends un KO là dans tout. Il y C'est avait vrai 500 que personnes dans la salle. c'est un beau soutien, mais en même temps, c'est un cadeau empoisonné, on va dire. T'imagines, me fait taler. Est-ce qu'on serait pas mariés là? Non, je rigole. Non, après, même en se faisant éclater, la Bien famille elle est sûr. là pour soutenir, mais Romain, on se met la pression. On m'a vu perdre des combats. Hein. Ma femme m'a vu perdre des combats. Donc voilà, dans tous les moments, elle est là. Dans tous les moments, la défaite, dans la victoire, partout. Moi, à chaque fois que ma compagne est venue, ça a été la défaite. Ah, À chaque fois qu'elle n'était pas là, c'était victoire. Ouais, des fois c'est Si, chat bon. noir. Des fois c'est Chat noir. Non, Après, c'est peut-être psychologique. Elle dit pour rien. psychologique Non, aussi. non. Et puis des fois c'est de la chance. Hein, c'est Oui, une question ah, de mais chance. ça n'avait rien à voir. Il n'y avait pas de pression par rapport à ça. Bon. Voilà. Mais non, franchement, c'est beau. Et moi, je retiens un truc, c'est sur les hauts et les bas. Que dans tout couple, il y a des hauts et des bas. Et on parlait de génération, pas de difficultés. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens, ils oublient un petit peu ça, que dans les couples, on peut avoir des hauts et des bas et qu'il faut travailler son couple comme un petit peu tout dans la vie et que c'est normal de pouvoir se disputer, d'avoir des désaccords et que bon, ça fait partie du couple. Bien sûr. Moi, j'aimerais savoir juste pour toi, qu'est-ce qui peut te donner de la force à quelqu'un pour avancer, pour avoir toujours envie d'aller plus loin. Donc toi, c'est un petit peu la foi. Ouais, il y a la foi. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un moteur dans ma vie. C'est un moteur. Il faut faire le bien, entre guillemets, faire les choses correctement avec droiture et laisser surtout en fait un héritage pour les prochaines générations. C'est-à-dire que j'ai pas envie de montrer de la dé, de la merde. Ok. Tu vois, je veux que mes enfants, ils se disent putain papa, c'était stylé ce qu'ils faisaient, j'aimerais bien faire. Mais dans tous les domaines, n'importe lequel, hein, pas la boxe ou quoi. Mais juste se donner les moyens. T'as vu, je suis parti à New York, le petit bouseux qui vient de la Normandie, qui décide de partir comme ça, de partir aux États-Unis, tu vois, montrer de l'audace, montrer que tout est possible, des valeurs voilà, que véhicule la foi aussi, la droiture, la loyauté, l'amour envers les autres, la charité, tout ça. Et voilà, laisser une bonne marque pour les enfants. Et si chacun pense comme ça aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que je laisserai à mes enfants. Et aussi, je vois ça un peu comme un bouquin. Tu vois, imagine, on écrit un livre sur toi. Enfin, pas écrire un livre sur toi, mais en gros, il faudrait être l'acteur principal de ce livre. Tu vois, qu'il y a à chaque fois un chapitre. Tu vois, mais en fait, tu te dis, putain, est-ce que je veux être Tu veux pas qu'il y ait 3 pages. le PNJ, tu vois, voilà, ouais, qu'il y ait 3 pages, ou alors être juste un mec sans intérêt. Ouais. Tu vois, non. La vie, elle dure pas, voilà, je sais pas, tu meurs à 80, 90 balais. Et puis voilà, il faut faire le maximum d'expérience, le maximum de choses, le maximum de bien. Et laisser un héritage à tes héritiers, pas forcément tes enfants de sang, hein, mais même à tous les autres enfants qu'il y aura. C'est beau, franchement, c'est beau. Et du coup, tu veux inspirer et pas vivre comme un PNJ. Ça, cette expression, Ouais. je l'adore. C'est un truc qu'on Pas dit vivre beaucoup comme un dans l'armée. En vrai, c'est pas mon but d'inspirer. Mais je me dis, putain, je veux pas être un PNJ. On m'a dit ça. Je veux pas être un PNJ, donc il faut que je fasse des trucs stylés. Tu vois, il faut faire des trucs stylés. Il faut vivre, comme je le disais encore tout à l'heure, en adéquation avec ce qui nous aspire. C'est là où on est plus en phase avec soi-même, tu vois. C'est ça qui fait vibrer. C'est ok, c'est possible de le faire, on le fait, et surtout pas divaguer, pas vendre son âme. Attention, pas vendre son âme. Ça peut aller vite, hein, tu sais. Moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, quand tu vois, c'est le pays un peu c'est le pays du diable, hein, à New York. Hein. Tu peux très vite divaguer. Hein. Avec ma femme, on s'est tenu la main, on s'est dit, on a prié, on a dit, on garde notre âme, on reste ici, on garde notre âme, tu vois. Tu peux donner quelques exemples? Des exemples, c'est-à-dire, tu vois, je sais pas, un mec, il va tout faire pour le buzz, il va faire n'importe quoi pour le buzz sur les réseaux sociaux, tu vois, Ouais. en trahir des valeurs importantes qui sont pas du tout en phase avec lui-même, accepter des choses, des partenariats, encore une fois. Ouais, on va parler. Oui, mec. Avec AliExpress, tu sais que c'est de la merde, mais vas-y, tu vois, des trucs comme ça. T'as besoin d'argent? Moi, j'ai besoin d'argent, New York, c'est très très cher. J'ai besoin d'argent, j'aurais pu accepter ces partenariats de merde. Je l'ai pas fait. Ouais. Je l'ai pas fait parce que je me suis dit, je préfère en chier encore quelques semaines, quelques mois. Ouais, c'est fort ça. Travailler convenablement avec. Voilà, là-bas, j'ai peur de le dire, mais je travaillais un peu. Je donnais des cours de boxe. Oui, parce que tu avais un visa touriste, visa touriste. et donc tu n'as absolument pas le droit de travailler, sinon Non. ça risque d'expulsion. C'est ça. Ouais. Et ils déconnent pas. Il déconne pas. Et donc, du coup, non, on a fait les choses, on a essayé de faire les choses le plus honnêtement possible et pas se corrompre. Pas se corrompre. Pas aller très très vite. Ok, bah c'est top. Non, franchement, ça on en a déjà un petit peu parlé, mais côté valeur, on est ensemble sur ça. Et tu sais, la providence fait bien les choses. Hein, si Ouais. on s'est rencontrés, c'est pas pour rien. Et soyez comme ça, les gars, c'est important. Tout ce qu'a dit Baptiste, respectez ça.
Et j'ai une question, moi. Je ne suis pas un exemple, je suis pas un exemple, loin de là. Que Dieu pardonne mes péchés. Ta femme, quand vous étiez à New York, du coup, elle ne pouvait pas travailler non plus. Qu'est-ce qu'elle faisait au quotidien? Elle s'occupait bien de moi et en fait, elle a fait venir toute sa famille. En Ok. gros, toutes les semaines, tu avais son cousin, sa cousine, son petit frère qui venait. Bah, justement, on a eu l'occasion, nous les petits bouseux, comme je t'explique, j'adore le dire ce mot parce que c'était mon ancien patron qui m'appelait comme ça, enfin, les pecnos. Ils disaient les pecnos en rigolant, tu vois. Puis nous, les pecnos, on a l'occasion d'aller dans New York City, alors on va faire croquer la famille, on avait un petit logement. Bon, on a fait venir tout le monde, on dormait à 8 dans la chambre. 8. C'était un studio? C'était un petit appart qu'on avait Un T1? en colocation avec une autre famille. Et du coup, dans notre chambre, on a une autre chambre. Et quand la famille elle venait de Roman, et ben, ils dormaient dans notre chambre aussi. Et la chambre faisait quelle taille? Elle faisait peut-être 20 mètres carrés. Ouais, donc une grande chambre, Ouais, c'est mais une à chambre. 8. On a pris la plus grande chambre des deux. Il y a que 2 chambres dans l'appartement. Parce qu'on savait qu'on allait recevoir de la famille. Et À 8, c'est du coup, vous n'aviez qu'un lit, c'est ça? On avait un lit, on a acheté plein de matelas gonflables. Ok. Ah, on a vécu comme des immigrés. Camping, Là-bas, on était dans Harlem. C'était les Latinos. Ils vivaient tous comme ça. Hein, c'est assez pauvre. Hein, c'était dans Harlem. Et je peux dire que tu ressens ce que c'est un peu. On a fait ça que 3 mois. Hein. Ouais. Mais sauf que nous, eux, ils venanaient pour les vacances. Les autres, ils venaient pour avoir un avenir meilleur. Pour vivre, ouais. Donc, quand t'enchaînais un gros sparring à 9h du matin et on était 8 dans la chambre, le cousin qui ronflait, Gabi qui ronflait toute la nuit. Ah, c'était difficile, mais on a passé une semaine extraordinaire. Enfin, des semaines extraordinaires parce que c'est sur plusieurs semaines. Parce qu'on a resté 4 mois et au fur et à mesure, il déroulait comme ça. C'était génial. Ok, c'est top ça. Non, franchement, génial. Et là, tu retournes donc aux États-Unis pendant 1 an et demi. Mm. Tu as obtenu un visa de travail, c'est ça? Une green card? Ouais, j'ai mon visa, j'ai un visa étudiant. Étudiant. Ouais. Donc, Parce tu n'as qu'en pas le droit fait, de je travailler voulais le avec. visa sportif de haut niveau, sauf qu'en fait, je prends un avocat, c'était des milliers d'euros de frais d'avocat pour pouvoir construire un dossier. avocat. Parce qu'il faut construire un dossier. D'accord. Construire un dossier béton. Regardez, il a participé à ça, il a ça, il a ci, il a ça. J'ai dit, c'est bon, je vais pas m'emmerder avec ça, je voulais repartir vite. Donc j'ai trouvé une école. Et puis comme ça, je vais pouvoir aussi étudier l'anglais parce que je parle pas anglais. Ok. Et c'est quoi la différence entre le visa étudiant et le visa sportif de haut niveau? Visa sportif de haut niveau, j'en sais rien. Alors C'est beaucoup mieux parce que c'est mieux parce que tu peux gagner de l'argent. D'accord. Oui, parce que là, tu n'auras pas le droit de gagner de l'argent. Et donc, sur le visa étudiant, tu payes une école. Tu vas payer, ça coûte cher les écoles là-bas. Tu payes. Mais tout est cher. C'est pas indiscret. Tu Tout est payes cher. combien Je crois que c'est 400 par mois. Ok. Et le loyer, on payait dans 1000. Harlem, c'était 3200. Divisé en 2. Donc ça faisait 1600 3200. Ouais. Ah, mais 3200 pour tout l'appartement? pour tout l'appartement. Donc 1600 pour une chambre de 20 mètres Et carrés. nous, on avait un budget de 1500 balles par mois. On a dû exploser le budget après. Ah ouais. Parce qu'il y avait les charges et tout. Et- Et on a dû payer une caution aussi. Donc il a fallu que je sorte 3000 balles Ah de caution en cash. Et tu avais un petit peu En d'aide chèque. financière, je crois, Le voyage était organisé par une association de boxe, Non, c'est ça? c'était Boxing Culture, c'est Ouais. pas une assos, c'est une entreprise Une entreprise? qui font des stages, qui organisent des stages justement pour les Ok. boxeurs français, pour qu'ils puissent venir. Ah, mais des stages payants, du coup, des c'est ça? stages payants, j'ai payé le stage aussi. D'accord. J'ai tout payé, mais Et en fait, j'ai coffré, j'ai travaillé comme un acharné, j'ai fait des chantiers, j'ai travaillé 2 ans, j'ai mis un peu de côté, j'ai tout mis de côté. Au bout d'un mois, là-bas, j'avais plus de thunes. ah ouais. Et du coup, ouais, C'était survie. Boxing Culture, c'est vraiment pour l'organisation, trouver les Ouais, clubs, c'est parfait. payer le. Boxing Culture, t'arrives là-bas, il prend ton poids, il va te tester au début avec des mecs. Il dit ok, t'es bon, on t'emmène là-bas. Et à la fin, il m'a fait boxer avec le top 3 mondial. Je boxais avec les meilleurs américains et les meilleurs mondiaux. Donc je tournais avec eux là-bas. Je fais des sparring 3 fois par semaine avec le gratin mondial. Richardson Ichin, Colbert. Il y avait qui là, le Ruskov, Advantil Korzidze, qui a été champion du monde WBA. Ben, lui, c'est celui Il y avait, qui Nikita. avait un bracelet. Ouais, un bracelet électronique. Il y avait Nikita White Chocolate, là, celui qui a les cheveux longs, là, blonds. Ouais, il y avait tout. Là, ils ont fait Daniel Jacob. Je suis une catastrophe en nom de sportifs, C'est mais quels que soient les. que des machines de guerre. Là, il y avait Ryan Garcia qui est venu s'entraîner dans la salle. Ryan Garcia, je vois. Au Gleason Gym, là où j'allais m'entraîner aussi. Donc, Ok. non, New York, c'est la plateforme pour la boxe, c'est parfait. Là-bas, c'est ce club-là. Oui, Où il y a les gants de Oui, Ali partout dans dans la Mohamed salle. Ali, et- ok. c'est un musée en fait, c'est un truc. Ouais. Il y a l'histoire de fou. C'est ça. Oui, c'est là où tu as mis pas mal de vidéos. Je m'entraînais là-bas, souvent, j'allais souvent là-bas. Et donc là, pour l'année prochaine, pour ton départ, comment tu vas faire financièrement?
Donc, Ouais. tu as tes partenariats et Les après, partenariats. les vidéos un petit peu. Ouais, voilà. Hein. Là, j'ai coffré encore un peu de tout. Et puis, mec, Tu croises les doigts. on est des brouillards. Ouais. Mec, on est des brouillards. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours réussi à gérer, tu vois. Ok. Bah, c'est top. Et puis, que Dieu me. Voilà, on prie. On prie, mais voilà, je sais que ça marchera. Et Ok. puis. Et ta femme, elle va bosser aussi et faire Voilà. différents petits trucs. Ouais. Et puis, on se débrouillera. Et elle, c'est aussi visa étudiant, visa En fait, à travail. partir du moment où moi j'ai un visa, comme on est marié, elle a le visa automatiquement. Mais le même. Non, c'est pas le même, c'est visa accompagnateur. Ok. Mais elle veut pas travailler non plus. Si, elle Ah, peut travailler, elle a juste à faire la demande. Après, il faudra qu'elle fasse la demande à l'ambassade, ou je sais plus comment ça se passe, mais on verra. Ok. C'est celle qui gère tous ces trucs-là. c'est pas trop administratif. Ah, c'est la patronne. Ok. C'est elle qui gère toutes les factures, les papiers, les trucs. Parce que moi, je suis une quiche là-dedans. Ah, ça fait chier tout le monde. Hein. Moi, Ouais. c'est moi qui gère tout. Ah, c'est elle qui gère tout, mais toi, ça m'étonne pas. Toi. T'es carré. Ah, bah, c'est comme ça. Il faut. Il faut. Non, mais franchement, c'est top. Et je te souhaite de bien gérer aux États-Unis. Mais merci, hein, Benjamin. Et puis moi, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de tes aventures là, sur YouTube. Je sais que tu viens de créer ta chaîne. Ça fait, Et- ça fait longtemps en vrai que j'ai créé la chaîne. La chaîne Ouais. YouTube, je l'ai créée il y a 2 ans. Après, c'est juste que j'étais pas hyper productif. Et là, ça fait 1 an, non, allez, 8 mois que je publie une vidéo par semaine Ouais. et que je suis régulier. Mais c'est du taf. Toi, les vidéos YouTube, t'en as mis 4 et là, t'as un petit peu arrêté. Ah, c'est j'arrive- du travail. Ouais, mais en fait, depuis que je suis rentré en France, là, j'ai pas d'inspiration. Là, je sais que je vais arriver aux États-Unis. Je vais reprendre tout le charbon. J'ai acheté le dernier iPhone, là, parce que je faisais tout. Mes vidéos YouTube, mes machins, mes trucs, je faisais tout avec mon iPhone 12, tout pourri, là, qui est en surcharge. Et CapCut. Tout. Ouais. Je filmais, je montais, je faisais Après, tout. CapCut, ça fait du très bon Ça taf. fait hein. un très très bon taf. Très bon taf. Et donc j'étais sur CapCut. Et puis voilà, là, quand je suis rentré quand même, je suis allé avec BSD. Ah oui, bah, ok. Voilà, je suis allé mettre les gants avec BSD. J'ai fait pas mal de. Là, c'était pareil à l'iPhone. Ah oui, iPhone 12. Ouais. J'ai bossé pas mal aussi quand même. Et j'ai été faire des petites conférences, j'ai été faire des petits shows. Là, j'étais dans une galerie d'art la semaine dernière, c'était marrant. Tu vois. Ouais, On tu m'avait m'as dit appelé. ça. J'étais avec à Toyota aussi pour les partenariats olympiques, avec Miss France et tout. Et ça, c'était quoi? Du coup, c'était à Rouen, C'était à Rouen. partenariat olympique pour présenter un petit peu les Ouais, partenaires c'est des JO. Voilà. Et comment est-ce que tu as été contacté? Comment ça s'est fait? Moi, Sur Insta? ouais, c'était un boxeur qui devait. En fait, ouais, ça vient d'Instagram en fait. C'est un pote à moi, Hugo, qui m'a mis dessus. Parce que je crois qu'à la base, il avait appelé lui, mais il pouvait pas y aller. Donc après, il m'a mis en contact avec eux, tac, et puis après, voilà. ça s'est fait. Ok. Ah, franchement, c'est top. Merci à Hugo d'ailleurs pour le plan. Franchement, tu étais un bon. Je Pour te rencontrer, le dis, je t'en voudrais ça. Pour rencontrer Miss France. Pour rencontrer Miss France. Ouais. Miss France de cette année, là, Gaël, comment ça s'appelle? Je sais même plus comment ça s'appelle. J'ai même pas regardé les. Evgil, les Evgil. sélections. Oui, Evgil, voilà. Evgil. Ouais, Evgil. Et la galerie d'art? La galerie d'art, bah ça c'est un mec avec qui je suis en contact depuis longtemps, qui est boxeur. Le gars qui tient la galerie d'art, Guillaume, il est boxeur. Il s'est dit, je rêverais de faire le mix entre galerie artistique et la boxe, le noble art, tu vois. La boxe, c'est le noble art. J'ai jamais compris ça, le noble art. Mais je crois que le noble art, parce que c'est vrai que c'est un sport noble, gracieux quand même, hein, tu vois. À la base, c'était fait par des aristocrates anglais. C'était l'aristocratie anglaise, si je dis pas de bêtises. C'était la noblesse anglaise qui se défiait en duel comme ça. Ils étaient tout droit, machin, hein, d'où le noble art. Et ça s'est resté. Donc, Ouais, mais c'est comme la guerre. La guerre, avant, c'était noble, c'était les chevaliers, c'était des nobles qui faisaient la guerre. aujourd'hui, c'est des bouseux. c'est des mecs comme ça, avec des petits cure-dents qui appuient sur des boutons pour envoyer des missiles. Ah, ça, c'est pour la partie armée du vent. Oui, voilà, mais après les mais soldats, pour l'armée de terre, Ah non. c'est moins ça. les gars de l'armée, moi je m'entends très très bien avec les gars de l'armée. J'ai beaucoup d'amis dans l'armée de terre. Armée de terre, pas d'armée d'air évidemment, dans la marine aussi. C'est pareil, hein, c'est des mecs avec qui je suis en adéquation totale en termes de valeurs, des gars solides et des gens qui se battent pour le drapeau quand même et qui défendent nos intérêts. Et il y en a beaucoup qui les critiquent, mais le jour où ils sont plus là, je sais pas comment on va faire. Hein. Donc voilà, faut respect parce que toi t'as été officier dans l'armée. Je sais pas si je peux le dire, voilà. Oui, bah c'est. Voilà, et c'est c'est délicat, toujours, ça, c'est toujours un honneur de rencontrer des gens qui ont ce parcours-là. T'as fait Saint-Cyr, là l'autre coup, j'ai fait une vidéo avec, je te dis, des légionnaires, mes partenaires. C'est ultra honorable. Moi, c'est des gens pour qui j'ai énormément de respect. Et d'ailleurs, si j'étais pas marié, je pense que je serais à l'armée. Là, tu vois.
Non, ouais, c'est difficile. Il faut faire ses classes, il faut faire. Voilà. Après, moi, j'ai pas vécu l'expérience du feu comme les légionnaires que tu as pu rencontrer. Forcément, c'est pas la même chose. Mais oui, les classes, toute la partie militaire, le terrain, tout ça. T'as été en Guyane quand même, voilà, faire des stages commando là. Donc non. La Guyane, c'était sympa, mais fatigant. Guyane, c'est quelque chose. Moi, j'ai de la famille qui habite là-bas. Au bout de le premier jour, on est content. Au bout de 2 jours, on a envie de rentrer à la maison. Ouais. Donc, Baptiste, là, on a pu avoir un petit peu ton parcours. Donc ça, c'est top. Moi, j'espère vraiment que tu vas réussir aux États-Unis, que tu vas rendre les Français fiers et qu'on aura des Golden Gloves pour la première fois. Maintenant, toi, là, pour les abonnés, pour tous ceux qui regardent, qu'est-ce que tu peux dire qui va permettre à quelqu'un de réussir dans sa vie, qui va lui permettre de réussir dans le sport, dans sa vie perso, le travail, le business, tout ça? Qu'est-ce que tu dirais? Il faut arrêter de se comparer toujours aux autres. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les machins, on est toujours « Ah, lui, il a une vie géniale. » C'est normal, c'est une vitrine. C'est-à-dire qu'on va mettre le meilleur. Mais dès qu'on a une épreuve, voilà, on baisse les bras, on a tendance à baisser les bras, c'est ça aller. Non, les épreuves, c'est là pour nous fortifier, il faut se servir des épreuves. Et voilà, faut arrêter de se comparer aux gens, faire son propre bonhomme de chemin, prendre le maximum d'expérience possible. Même s'il y en a qui sont désastreuses, c'est pas grave, tu auras eu une expérience et ça te fera grandir. Donc vraiment, se lancer, quand tu te lances, il ne faut pas avoir peur. Voilà, on échoue tous, on passe tous par des étapes difficiles, on passe tous par des moments compliqués. Et voilà, tu remets ces épreuves entre les mains. Moi, version catholique, voilà, tu remets ces épreuves entre les mains de Dieu et tu continues, tu persévères. Et dans tous les cas, même si tu n'auras pas atteint ton but initial, et ben ça t'aura peut-être frayé un chemin vers quelque chose d'encore plus grand ou quelque chose de mieux et de meilleur pour toi. Donc voilà, pour les abonnés qui nous suivent, il faut croire en soi. En vrai, c'est tout bête, c'est tout con, mais croire en soi, arrêter de se comparer. Tout est possible. Tout est possible. Moi, si on m'avait dit il y a 5 ans que j'allais finir aux États-Unis dans un club, j'aurais jamais cru. Si on m'avait dit, tu vois, et je me comparais toujours aux autres, je regardais les vidéos, je dis, ah, mais lui, il a commencé à tel âge, il est trop fort, nanana, moi j'ai commencé, tu vois, c'est toujours, on se fait des schémas mentaux comme ça, on peut tous les casser. Tout est possible. Tout casser. Et voilà, je m'en suis rendu compte. Et c'est bien, on peut se comparer pour se dire en mode, ah putain, lui, il est inspirant, c'est bien, j'aime bien ce qu'il de valeur, mais il faut prendre un peu de tout, de ce qu'il y a de meilleur un peu à gauche, à droite, et pas se morfondre en se disant, ouais, moi, je pourrais pas. Si, tu peux tout faire. Et juste un petit truc, hein. Même comme on parlait des habitudes tout à l'heure, tu vas changer un petit truc dans ta routine, mettre un petit, voilà, lire 10 pages d'un livre tous les soirs. Ou, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Se mettre une petite discipline, ce petit changement-là, ça peut avoir un impact sur toute ta vie. Donc je pense que voilà, si j'ai un message à délivrer, c'est celui-là. Génial, c'est top. Juste maintenant, des petites questions rapides comme ça, en un mot à chaque fois. Pour toi, c'est quoi les 3 habitudes qui permettent de réussir? Pour toi, dans ta vie aujourd'hui, les 3 trucs fondamentaux, en un mot. Détermination, foi et travail. C'est ça que tu cherchais comme réponse? Là, c'est top ça comme réponse. Pour les abonnés, on a quelque chose de bien. Détermination de travail, ça à fond. Foi, du coup, c'est une question plus perso. Mais si vous avez la foi, il faut aussi foi, on ne parle pas forcément en Dieu. Foi en soi. Foi, bien sûr. Voilà, la foi, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Foi, c'est croire et pas forcément en Dieu, même si moi, je vous invite tous à lire la Bible. Apologie. Maintenant, les 3 trucs qui permettent de passer d'une personne qui fait rien dans sa vie à une personne qui est active, qui a de la volonté. 3 petites habitudes, pareil en un mot, qui permettent de changer son quotidien. 3 petites habitudes qui permettent de changer. Déjà, bien s'alimenter. S'alimenter sainement. Les écrans, c'est pareil. Les écrans, on essaye de limiter un peu. Le soir avant de dormir. Et fais 100 pompes tous les jours. Non, je rigole. Non. C'est pas, je sais pas. Prier, je vais rajouter encore un truc, prière. Mais il y a plein de choses qui te permettent de changer. C'est des petits trucs en fait. C'est des petits trucs que tu vas pas changer du jour au lendemain comme ça. À moins que tu vives un événement traumatisant et tout. Mais ça peut commencer par les toutes petites choses. Comme je te disais, rajouter une petite habitude et ainsi de suite, ainsi de suite. Croire en soi, bordel. Vraiment. Tu te regardes dans la glace et tu te dis si c'est possible, tu vois. Tu fais de la persuasion mentale ou j'en sais rien, tu vois. Mais voilà. Après, je saurais pas donner. Je suis pas très bon pour donner des conseils, tu vois. Donc,
Je sais pas, mais croyez en vous, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis voilà. Génial. Et maintenant, dernière petite question. Les 2 choses que tu dirais pour progresser dans un sport, dans la boxe, à quelqu'un qui est un petit peu comme toi, qui peut galérer, qui n'a pas forcément de club ou autre, qu'est-ce que tu lui dirais? En vrai, En un mot à chaque fois. ouais, en un mot, courage. Courage. Non, crois en toi, mec. Non, mais j'ai répété 3 fois, ça croit en toi. Non, mais c'est possible, c'est possible. En fait, c'est ça le mot. C'est possible, tout est possible. Tout est possible. Te dis pas, ah non, mais je peux pas, j'ai pas de salle à côté. Non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Même sans salle, même chez toi, tout seul, sans matos, sans rien du tout, tu peux travailler. Sur quoi que ce soit. Il faut pas, faut arrêter d'attendre des gens, faut arrêter d'attendre des conditions particulières. Il y en a, ils font avec rien du tout, ils arrivent à performer. À Cuba, ils ont pas de salle. Ouais. Ils sont dans le putain de sable. boxeurs. Et ils ont des gants tout pourris, ils ont pas de reyes, ils ont pas de winning, d'équipement de fou. Hein. Et pourtant, c'est les meilleurs en boxe olympique. Donc, ouais, voilà, faut pas se trouver d'excuses en vrai. Il y a certaines excuses. On peut trouver des excuses qui vont faire que tu vas être un peu plus, tu vas avoir un manque de discipline, tu vas avoir un manque de machin, un manque de trucs. Ok. Mais c'est pas. Tu étais conscient de ça, il faut être conscient de ça. Tu essaies de conscientiser tous tes petits défauts, tous tes trucs. Et puis derrière, tu avanceras beaucoup plus. Il faut pas se voiler la face, se dire ouais, mais non, je suis pas comme ça, ou je sais pas quoi. Non, faut pas se voiler la face. Il faut regarder là où on pêche. Moi, je sais tel truc, je suis pas bon là-dedans, tel truc, je sais pas assez d'efforts, tel truc. Une fois que tu le sais, déjà, tu l'as conscientisé et tu peux faire évoluer les choses. Et après, il faut juste se mettre une claque au cul, c'est tout. En vrai, au bout d'un moment, il faut se mettre une claque au cul. Et il faut arrêter d'attendre les choses. Et voilà. Parce que si moi, j'avais pas pris la décision de me barrer, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. J'en ai chié, tu vois. Et sur plein de choses. Hein. Tu vois, des fois, on me propose des opportunités de fou. Ça fait peur, des fois. Ça fait peur. Hein. D'accepter, ouais, tu vas boxer lui, est-ce que tu veux venir là, est-ce que tu veux faire ça? Ah ouais. Moi, la première fois, on m'appelle pour faire une conférence devant Miss France et tout, il fallait que je parle au micro et tout, le truc là. Ah, mec, je me chie dessus. Hein. J'aurais pu dire non. Bah non, j'ai rien préparé, moi je suis comme ça. Le matin même, j'ai dit, mon pote, tu veux venir avec moi ce soir pour que je ne mettais pas d'ours, que je fasse un show, tu vois. Moi, j'avais pas rien organisé. Mais, et on y allait, et puis au final, adrénaline, tout ça, tac, je l'ai fait, et ça m'a donné de la visibilité, c'est super, et c'est cool, c'est une expérience de fou. Mais si tu as peur, même si tu as peur, il faut accepter les choses. Il faut les faire. Et sinon, tu feras rien. Et il y en a trop, malheureusement, en fait, qui ont trop peur de prendre des risques et de faire les choses. Et du coup, ils le font pas, ils passent à côté de choses incroyables. Ils passent à côté de choses... parce qu'il suffit de vaincre sa peur une seule fois. Une seule fois, tu la vaincre, ta peur, tu la bats. Et derrière, ça va te débloquer des possibilités immenses. Et voilà, tu te solidifies ton corps, ton mental, tu solidifies ton corps. Et derrière, tu auras des opportunités qui s'ouvriront à toi. Tu vois, voilà, là, ça m'a permis j'ai pu faire 2-3 shows. Comme je te parlais tout à l'heure, dans la galerie d'art, avec Miss France et tout. Derrière, je pourrais en faire d'autres. Maintenant, je sais ce que c'est. Avant de me rappeler, j'aurais dit, non, je sais pas comment ça se passe. Moi, non, je suis pas fait pour ça, je peux pas. Maintenant, je peux le faire. Je sais que j'en suis capable. Et tu découvres. Moi, j'étais jamais sorti de la France. Si, j'avais été en Espagne avec les potes, faire la fête et des trucs. Là, je suis parti dans un autre pays, je ne parlais pas la langue. Mec, les horizons que ça m'a ouvert. Tout ce que ça m'a ouvert. Et il y en a qui me disent, mais pourquoi tu te barres là-bas? Qu'est-ce que tu vas foutre aux États-Unis? Non, mais t'as pas le niveau, t'as risque même pas. Moi, on m'a dit, t'as pas été champion de France et tu veux partir aux États-Unis. On m'a sorti ça. On m'a dit ça. Tu sais, des trucs comme ça, tu vois, des critiques, des trucs. Mais derrière, tu te poses la question après. Tu te poses des questions. Mais non, tu vas. Tu casses les barrières. Et il faut vaincre la peur. Moi, il y a plein de fois où je suis passé sur moi à côté. J'ai des regrets. Hein, de ne pas avoir accepté certaines choses. Maintenant, je ne laisserai plus jamais ça se passer. Tu vois, quand je le sens, il faut faire confiance à son instinct. L'instinct, il en dit beaucoup. Des fois, il y a des choses que tu ressens. Tu te dis, ouais, il faut que j'y aille. Il y a des choses, tu te dis, ça c'est un peu drôle aussi. Il faut se fier à son premier instinct, toujours. Toujours. Génial. C'était une belle réponse, pas en un mot, mais une réelle réponse. Et juste une petite dernière question. Est-ce que tu es bien assis? Est-ce que tu as kiffé la vidéo assis sur ces pneus-là? Écoute, là c'était pénitence, hein, parce que on a dû faire 2-3 pauses pour la vidéo. Ça fait mal aux fesses. Ça fait mal aux fesses, ça fait mal au dos, mais on est boxeur. Hein. Et lui, c'est un mec de l'armée, pas nous. Bon, pour finir cette petite vidéo, moi j'ai kiffé faire cette vidéo avec Baptiste. Est-ce que ça t'a fait plaisir? Ouais, ça m'a fait super plaisir de te rencontrer, de pouvoir échanger.
Surtout à toi, que je pose la question. Est-ce que, parce qu'il a fait 2h30 de route. Plus le retour. Voilà. J'espère que tu en as eu pour ton temps. Et puis si ça doit se refaire, écoute, prochaine fois je peux même me déplacer, moi il n'y a pas de souci. Bon là je serai aux États-Unis, mais, Voilà. mais merci d'être venu en tout cas. Et puis j'espère que cette vidéo plaira en tout cas. Ah, j'espère aussi. J'espère que vous serez nombreux à mettre des petits commentaires, des j'aime, à vous abonner. Abonnez-vous aussi au Insta de Baptiste, je vous le mets là. Abonnez-vous à mon Insta aussi. Mettez un max de commentaires, de j'aime, c'est important pour faire marcher la vidéo. Faites-nous des retours et on fera, je ferai de prochains épisodes avec d'autres personnes. J'espère que voir Baptiste m'éclater vous aura fait plaisir et que la vidéo vous aura fait kiffer. Un petit dernier mot pour conclure? Force!